Si t'es expatrié, tu peux plus ne pas parler de finances. Le réseau a plus de valeur que l'argent. Grâce à LinkedIn, j'ai recruté mes collaborateurs. Quand j'avais besoin de lever 1 million d'euros, c'est sur LinkedIn que je trouvais mes investisseurs. Tu devrais passer 95% de ton temps dans ta zone de génie. Le mois de janvier, c'est le mois de ma vie où j'ai le moins dormi. Là, avec 4 heures de sommeil, je suis énergique pour toute la journée. C'est l'Afrique et l'Asie qui sont en train de grandir, monter en puissance. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation. J'aime bien être dans ma grotte, j'aime bien être dans mon coin. J'aime pas avoir beaucoup de meetings. Tu te prends un coup tellement violent, tu vois, qui te fait descendre de plusieurs étages. Et donc c'est un peu ça aussi le quotidien. Si t'arrives à passer 95% de ton temps dans cette zone-là, tu peux tout arracher dans ta boîte. J'ai compris très tôt que j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'avoir des thunes. Deuxièmement, on a besoin de réseau. Les bonnes relations, c'est pas 100 000 personnes. J'ai investi dans plusieurs personnes qui sont encore avec moi aujourd'hui. Ça, c'est le truc dont je suis plus fier. 3 ans et demi après, on est encore ensemble. On a tous grandi, on a tous pris des responsabilités. On se paye tous mieux. Je me mets pas de pression sur le résultat. J'étais hyper sincère dans ce que j'écrivais et je me rendais même vulnérable. Si tu mets pas de profondeur dans ce que tu partages, c'est du bullshit. Le mot essayer, pour moi, c'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire, tu vois. On défonce tout et ça fait en sorte qu'on a du succès. Bienvenue tout le monde sur le podcast de Capital Nomade, le podcast où on parle de finances pour les expatriés. Aujourd'hui, je suis avec Youssef Koutari. C'est un bon ami aujourd'hui, c'est un partenaire d'affaires. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur à série. Il a démarré plusieurs entreprises, notamment plusieurs écoles. Donc, on va pouvoir en parler. On n'aura pas besoin de le présenter énormément parce que beaucoup d'entre vous vont déjà le connaître. Mais écoute, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, Youssef. Merci beaucoup, Leit. Grand plaisir. Merci, Neyel. Avec plaisir. Yes. Écoutez, les gars, c'est un honneur pour moi déjà d'être avec vous aujourd'hui. Je suis venu que pour vous. C'est que pour vous. Ouais. Et j'espère qu'on va pouvoir parler de choses intéressantes qui vont intéresser l'audience. Ouais, exactement. Ce sera ça le but. Moi, je pense que là, j'ai vu un peu ton rythme là, ces derniers jours et tout ça depuis que t'es arrivé. Nous, demain, on court un marathon avec Neyel, comme on t'a dit. Moi, je trouve que là, depuis que t'es arrivé, tu cours déjà un marathon, toi. Mais tu cours un marathon, business et tout ça. C'est quoi c'est quoi ton day-to-day? C'est quoi un peu les choses que tu fais au jour le jour? C'est quoi tes différents projets en ce moment? Écoute, tu sais, quand t'es entrepreneur, déjà, premièrement, généralement, tes journées, elles se ressemblent pas, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu ouvres ta boîte mail, tu ouvres tes messages, tu te dis, OK, quels sont tous les problèmes là que je dois résoudre là dans ma journée? Donc, ça commence par checker un peu toutes les problématiques, checker toutes les décisions que tu as à prendre. Parce qu'en réalité, en tant qu'entrepreneur, tu as 1000 décisions au quotidien, dans tous les services, dans tous les départements. Et donc, tu regardes toutes les décisions. Tu essaies de te décharger mentalement de tous les trucs un peu nazes, tu vois, qui te prennent la tête. Et puis tu commences à bosser. Tout dépend le style d'entrepreneur que t'es. Moi, je suis un entrepreneur, tu vois, j'aime bien dire que je vis dans ma grotte. Tu vois, j'aime pas trop sortir, j'aime pas trop les événements. Autant je suis très visible d'un côté, t'as l'impression que je sors toujours, mais la réalité, c'est que j'aime bien être dans ma grotte, j'aime bien être dans mon coin, j'aime pas avoir beaucoup de meetings, je refuse le max de meetings possible, je prends que les meetings les plus importants pour moi. Tu vois, quand tu m'appelles ESF, il faut se connecter, c'est parce qu'en fait, t'es dans ma prio. Tu vois, sinon, c'est mort en fait. Je me connecte pas, je veux pas de rendez-vous, je veux rien. Et puis voilà un peu top, on va dire comment mes journées sont organisées. Et le soir, là je m'enferme. Mes collaborateurs ils bossent plus. Tu vois, généralement, c'est rare que tu as quelqu'un qui bosse à 1h, 2h du mat. Et je m'enferme, je suis tout seul, je suis dans ma bulle. Et c'est là où j'essaie d'organiser les choses, de restructurer, de faire avancer, d'automatiser, de regarder où est-ce que je peux débloquer des situations. Parce que toute la journée, je suis qu'en interaction en fait avec... C'est top. Et puis, on vit un peu la même chose, pour ça qu'on te comprend beaucoup avec Neyel. Mais du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un peu les sujets sur lesquels tu travailles en ce moment? Et puis, c'est quoi... tu sais, en tant qu'entrepreneur, on a tous un truc dans lequel on excelle. Toi, c'est sur quoi que tu excelles? L'automatisation, on sait que... aujourd'hui, Youssef, il a 500 000 abonnés sur LinkedIn. C'est quand même la référence, finalement, pour LinkedIn. C'est ce sur quoi tu excelles, finalement, la communication sur les médias, ou sur quoi tu veux te concentrer en ce moment? Je me rappelle, j'avais pris un coach, moi, quand j'ai commencé à entreprendre. J'avais pris un coach parce que je savais pas trop par quoi commencer, comment m'organiser. Et le gars, il m'a dit une chose, il m'a dit, tu sais, Youssef, tu devrais passer 95% de ton temps dans ta zone de génie. Tu vois. Donc, identifie quelle est la zone dans laquelle tu excelles, dans laquelle tu es le meilleur. Il faut que tu passes 95% de ton temps dans cette zone-là, tu vois. Et en fait, moi, ma zone, c'était LinkedIn au démarrage. J'avais un petit réseau sympathique, je crois 50 000, 80 000 personnes. Et en 3 ans, je l'ai fait exploser. Et en fait, grâce à LinkedIn, j'ai recruté mes collaborateurs. Quand j'avais besoin de lever 1 million d'euros, c'est sur LinkedIn que je trouvais mes investisseurs. C'est sur LinkedIn que j'ai trouvé le plus de clients et de partenaires aujourd'hui pour mes écoles. C'est sur LinkedIn que j'ai recruté mes premiers étudiants. C'est sur LinkedIn en fait que j'ai fait mon marketing. En fait, j'ai passé 95% de mon énergie dans cette zone-là, qui est en fait une petite zone finalement. Tu vois, c'est une expertise hyper poussée, hyper ciblée, mais en fait qui a généré ça de valeur. Et donc c'est surtout ça. J'essaie de me concentrer un maximum, même si entre un lancement d'entreprise
et une gestion d'entreprise, à un moment donné, ça se dilue. Tu es au démarrage, je pouvais passer 95% de mon temps sur LinkedIn et puis 5% à superviser un peu. Là, aujourd'hui, tu as beaucoup de collaborateurs, tu as plein de décisions qui se superposent. J'ai lancé plusieurs écoles aussi derrière, donc je dois aussi organiser, relancer, gérer les ressources humaines, prendre toutes les galères du monde, parce que voilà, c'est l'ascenseur émotionnel entre hier et aujourd'hui. Là, hier, je me dis, j'ai envie d'abandonner, j'en peux plus, je craque et tout. Et le lendemain, t'as une bête de nouvelles, c'est bon, t'es relancé, t'es boosté. Mais voilà, de manière générale, j'essaie de passer du temps dans les zones où je suis le meilleur, tu vois. Et c'est là où t'as le plus de valeur, finalement. Et donc, mon quotidien, c'est toujours d'essayer de me décharger des missions, des tâches, de toutes les choses où j'ai pas beaucoup de valeur, pour donner ça à mes équipes qui vont le faire mieux que moi, tout simplement, pour que moi, toujours revenir dans cette zone-là. Non, puis en fait, c'est ça qui est ouf, parce que tu as trouvé en fait quelque chose qui est donc la communication LinkedIn et tout ça, qui est exponentielle. C'est un truc sur lequel tu es génie, mais c'est exponentiel. Bien sûr. Et en fait, on peut penser à tous ceux, par exemple, qui sont extrêmement forts en appel à froid ou qui sont extrêmement forts dans des choses qui donnent un retour sur investissement, mais direct. Toi, ton retour sur investissement, il est exponentiel. Comment ça s'est fait, finalement, que tu as trouvé ce génie-là, comme ça, du jour au lendemain? Parce que je sais que tu es passé par les appels à froid et tout ça, comme nous. Comment ça s'est fait un peu, tout ça? En fait, moi, je suis un espèce de geek un peu. Moi, je jouais beaucoup à Counter-Strike quand j'étais petit. Et quand je jouais à Counter-Strike, j'ai commencé à l'âge de 13-14 ans. Et j'étais en retard déjà. Tu sais, les gens, ils avaient déjà joué depuis longtemps. Il y avait des tournois ESL, etc. et tout. Les gens, étaient hyper avancés. Et moi, je dis, c'est mort. En fait, quand je me mets dans un domaine, j'aime bien être le meilleur. Moi, je veux être le numéro 1, toujours, je veux être le meilleur. Donc, je fais quoi à Counter-Strike? Je suis parti, j'ai monté une organisation, j'ai fait un logo, un site internet, j'ai acheté des serveurs. Je suis parti recruter les meilleurs dans les tournois. Je dis, hey, les gars, je suis en train de monter une team. Alors que j'étais un tout noob, tu sais. En plus, il faut connaître un peu. C'est un monde bien spécifique. Et j'ai créé une organisation avec une équipe 1 qui est partie, tu vois, en tournoi. On a réussi à finir premier, tu vois, en ESA et tout. Hop, équipe B, équipe C, multi-gaming, j'ai ouvert. En fait, je crois que j'étais déjà un entrepreneur dans l'âme depuis tout petit. Et c'est ce que j'essaye de faire un peu aujourd'hui. Et donc, voilà, moi, je suis un petit geek. J'essaie de prendre des choses, de les organiser. Et puis, je vois ça un peu comme un jeu. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est tu commences un jeu, hop, tu passes, t'as le premier niveau, t'as le premier boss, tu l'affrontes, jusqu'à que t'arrives à le gagner, tu passes au second, tu l'affrontes, tu meurs, tu revis, tu meurs, tu revis, tu meurs, tu revis, hop, t'arrives à comprendre comment le passer, tu passes au niveau 3 et ainsi de suite. Et en fait, je suis toujours sur ça. Et parfois, tu passes au niveau 6 et tu redescends au niveau 2, tu vois, parce que tu te prends un coup tellement violent, tu vois, qui te fait descendre de plusieurs étages. Et donc, c'est un peu ça aussi le quotidien. Donc, Néel, ça va, Néel, ça se passe pour toi? Ouais, ça se passe. En fait, moi, j'avais... dans la conversation, lui. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, j'avais une question pour toi. C'était parce que du coup, ça t'est venu vraiment naturellement, voilà, de rassembler des gens ensemble, etc. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui se cherchent finalement cette zone où ils excellent, comment ils font pour trouver cette zone où ils excellent si en ce moment ils n'ont pas l'impression d'avoir une compétence précise? Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, premièrement, moi, j'ai testé plein de choses. C'est-à-dire que je passe mon temps à essayer, en fait, à regarder où est-ce que je suis bon et à regarder les zones où j'aime passer du temps. Parce que très souvent, les zones où on excelle, c'est des zones où on aime passer du temps. C'est des passions, tu vois, c'est très inné, en fait, dans notre caractère, dans notre personnalité. Et donc, c'est d'identifier un peu, aujourd'hui, moi, en tant que personne, où est-ce que j'aime passer du temps. Toi, je sais, par exemple, tu kiffes la prospection. Mais de malade, c'est-à-dire, t'es une bête de prospection, t'es un bête de commercial, et ça, tu vois, t'aimes ça, tu vois. Mais en fait, si t'arrives à passer 95% de ton temps dans cette zone-là, et tu sais que tu peux tout arracher dans ta boîte. Parce qu'en fait, en prospectant, tu peux recruter, tu peux prospecter des personnes pour recruter, tu peux trouver des clients, des partenaires, tu peux, je sais pas moi, développer ta marque avec des trucs de branding, de relations presse, de médias, tu peux trouver des investisseurs dans tout ça. En fait, si tu passes ton temps dans cette zone-là, et tu peux faire énormément de choses pour ta boîte. Et pas uniquement la partie commerciale. Tu vois, c'est-à-dire prospecter, c'est pas une qualité ou une compétence qui est uniquement disponible pour vendre un produit. Tu peux l'utiliser absolument pour tout dans une entreprise. Et il y a plein de métiers ou plein de compétences plutôt comme ça, tu les prends, tu as l'impression qu'ils sont faits pour un métier bien précis, alors que tu peux les dupliquer dans toute une chaîne de valeur pour ta société, en fait. Tu vois. Donc aujourd'hui, ta boîte, tu as développé, grâce à tes compétences commerciales, et tu peux aller prospecter tous les médias en fait, pour faire de la relation presse, faire du média, apparaître, etc. Et tout. Tu peux aller prospecter les meilleurs collaborateurs des entreprises concurrentes pour leur dire de revenir chez toi. Et hop, tu fais du recrutement à travers ta qualité qui est une prospection de base pour faire de la vente et pas pour débaucher, etc. Ouais, non, c'est clair. Et je pense aussi finalement que c'est des qualités
que voilà, c'est aussi beaucoup inné dans ta personnalité. Si t'es quelqu'un de très enthousiaste au quotidien, qui est très optimiste, qui voilà, ne baisse pas les bras facilement, parce que la prospection, ça devient un petit peu naturellement, parce que tu te prends beaucoup de noms, etc. Mais c'est un petit peu avec ton optimisme finalement un peu démesuré qui t'arrive vraiment à trouver des résultats. Donc, il faut tester. Ouais, Si t'avais jamais commencé la prospection, tu saurais pas si c'est un truc que tu kiffes ou pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, en fait, le problème de la majorité des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est leur vision. C'est qu'ils n'ont pas la vision, ils ont ce qu'ils aiment, ils ont leur passion, mais ils n'ont pas la vision que toi tu viens d'avoir, où là t'as une bête de chaîne de valeur, tu peux expand, tu peux faire plein de trucs. Et toi, cette vision-là, elle est arrivée d'où? Tu t'es pas réveillé un matin, t'as été visionnaire un peu comme ça? Bien sûr. En réalité, moi je viens d'une famille, comme beaucoup de personnes, pas très riches, tu vois. Donc mes parents, ils ont fait le ménage toute leur vie. D'ailleurs, moi aussi, je fais le ménage depuis que j'ai 9 ans, je fais le ménage avec mon père, dans ses chantiers, etc. et tout. Et j'ai compris très tôt que j'avais besoin de deux choses pour avancer, parce que je suis un gars très ambitieux. Ouais. J'ai besoin d'avoir des thunes. Donc j'ai fait des métiers où on gagne bien sa vie. Donc j'étais commercial moi-même, mais dans le monde du software. Donc je peux te dire que dans ce domaine-là, tu gagnes extrêmement bien ta vie. Et deuxièmement, on a besoin de réseau. Et le réseau, je dis comment je peux faire du réseau. Très rapidement, je dis ok. Au lieu de perdre mon temps sur Instagram, Snapchat à l'époque, où c'était que du divertissement, là encore aujourd'hui ça a pas mal évolué, et je vais mettre plus d'énergie sur LinkedIn. Et c'est comme ça que j'ai identifié globalement les deux choses dont j'avais besoin pour avancer dans ma vie. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que le réseau a plus de valeur que l'argent. Tu vois, c'est-à-dire vaut mieux passer du temps à créer des bonnes relations solides. Les bonnes relations, c'est pas 100 000 personnes. 3 bonnes relations avec des personnes qui t'apportent un max de valeur, qui te font progresser, qui te tirent vers le haut, ça a plus de valeur que 100 000 connexions au hasard avec des gens qui ne servent à rien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, moi, j'ai une très bonne question pour toi, Youssef, parce que là, du coup, on a bien compris quelles sont tes qualités, tes forces, etc. dans le business. Je pense que tu es très doué avec la communication. Il est humble, hein, ça c'est une bête de qualité. Grande qualité, ça. Mais du coup, quel serait, selon toi, ton plus gros défaut ou challenge en tant qu'entrepreneur dans ce dans quoi tu es un peu moins bon, quoi. Ça, c'est une de mes forces aussi. C'est qu'en fait, je connais mes forces et je connais mes faiblesses. Et comme je connais mes forces et mes faiblesses, j'essaye de composer avec ça. Genre, ma force, c'est que je me trouve très ingénieux dans ce que je fais. Mes faiblesses, c'est que je suis pas du tout discipliné. J'y arrive pas. Tu vois, tu me dis, viens tous les matins, salle de sport, etc. Et tout. En fait, je vais le faire une fois, 2 fois. Après, c'est bon, j'abandonne. Tu sais, j'arrive pas à être discipliné. Donc, moi, je suis très bon pour organiser les choses, les réfléchir, les structurer, les envoyer et après essayer de les suivre, mais je suis nul dans le suivi. Tu sais, tout ce qui est suivi et tout, je suis vraiment pas bon, je suis catastrophique. Le management, je trouve que les gens me suivent, donc j'ai un bon leadership, même s'il faut pas s'autoproduire, mais je trouve que j'ai un bon leadership, mais par contre, je trouve que je suis pas un bon manager. Tu vois, autant j'arrive à embarquer les personnes avec moi, leur donner envie, leur donner de la détermination, leur donner envie de se battre ensemble et tout, mais autant je me trouve pas bon manager, tu vois, pour superviser, pour suivre, pour administrer, pour mettre des coups de pression quand il faut en mettre, pour récompenser quand il faut récompenser. Tu sais, je suis pas bon dans ça. Et en fait, le management, c'est aussi une question de discipline. Tu vois, et moi, la discipline, laisse tomber, je suis en souffrance. Moi, je suis discipliné quand j'aime quelque chose. Tu vois, je suis un drogué de foot, je peux aller au foot tous les jours, me buter au foot. Là, je vais trouver de la discipline. Pourquoi ? Parce que je suis motivé, j'aime ça. Par contre, un truc que j'aime pas faire, je vais le réfléchir, je vais l'organiser, je vais le déléguer, mais je vais pas le suivre dans le temps. Et même si c'est hyper indispensable, même si c'est un truc trop important, trop nécessaire et tout, je vais pas réussir. C'est mort. Donc faut que je trouve la bonne personne pour le faire. Du coup, tu penses, est-ce que dans une business, il faut absolument aimer finalement ce qu'on fait pour avoir du succès, ou parfois il peut y avoir finalement des passages où voilà, c'est très difficile, on n'aime pas forcément notre quotidien, mais on sait qu'on le fait pour une plus grande raison. Donc est-ce que tu dirais finalement que c'est obligé que la business que tu lances, faut qu'elle te passionne à 100%? Parce qu'au final, personnellement, je pense que dans n'importe quelle entreprise, il y a tout le temps certains pôles, etc. au début que tu vas un petit peu moins aimer, mais que voilà, tu sais très bien que tu le fais pour un plus gros objectif. Franchement, depuis le début, ce que j'aimais pas, je l'ai toujours délégué. Comme ça, j'ai toujours trouvé la solution de le déléguer. Je me suis toujours concentré dans les trucs que j'aime faire. Et quand j'aimais pas faire, j'essayais de faire. Je voyais que laisse tomber, ça sert à rien. Et j'ai délégué à chaque fois. Et en fait, t'arrives quand même à développer des choses en étant juste dans une zone où t'es une machine de guerre. Et après, il faut avoir un vrai leadership. Parce que derrière, quand t'es entrepreneur, t'as pas besoin de salariés. T'as besoin de personnes qui soient investies dans ton projet. T'as besoin de personnes qui soient engagées. Parce que les premières années, elles sont difficiles. En fait, quand tu rentres sur un marché, directement, tu rentres dans une compétition. Tu vois, c'est comme si t'arrives dans un championnat de foot,
t'es un premier acteur, t'es nouveau, t'as pas d'expérience, t'as jamais fait ça et tu prétends à prendre, je sais pas, une place intéressante. C'est mort en fait. Dire t'as pas besoin de personnes qui sont salariées dans ta boîte, t'as besoin de personnes qui sont engagées avec toi. Et moi c'est ce que je fais depuis le démarrage. C'est vraiment, je trouve des personnes qui sont engagées, j'essaie de les récompenser comme je peux et c'est comme ça que je construis un peu. Mais sincèrement, les tâches que j'aime pas, il y a des trucs dans ma boîte, je les ai jamais vus. Ah ouais. J'ai horreur, tu vois. Me parlez pas de ça, tu vois. Je gère. À la rigueur, t'as besoin que je prenne la décision, vas-y. Mais je m'en occupe pas, tu vois. J'ai jamais touché. Alors que c'était important. Alors que parfois c'était même critique. Je devais le faire. Je dis non. En fait, ce truc-là, ça va me dégoûter. Je dis non, je vais rentrer dedans, ça va me dégoûter. Mais après, attention, hein, c'est mon style à moi. Tu vois. Il n'y a pas une seule manière de faire. Non, c'est sûr. Moi, je connais des personnes qui sont hyper bons, hyper sharp, qui sont un peu moins focus sur cette zone de génie, mais par contre une discipline de fer, tu vois, et ils managent leur truc avec un niveau de qualité, un niveau d'excellence qui est extrêmement élevé, avec une discipline de fer, mais parfois ils peuvent être un peu moins ingénieux, on va dire. Et il y en a qui combinent les deux. Tu vois. Alors lui, ça, c'est là, t'es au top, t'arrives à être ingénieux et à être hyper discipliné. Je peux te dire que là, t'emmènes ta boîte extrêmement loin. C'est un Elon Musk, quoi. Là, le mec qui peut monter un truc de là, malade. t'emmènes ta boîte extrêmement loin. Mais en fait, et puis c'est là où je pense qu'on a tous les deux, avec ton business et nous, ce qu'on a fait avec Neyel, vraiment beaucoup de complémentarité, ou de similitude, pardon, c'est qu'on a des rôles complémentaires. Toi, t'as une sœur qui t'aide énormément. Et puis moi aussi, finalement, moi et Neyel, on a monté tout ce business entre frères. Donc, est-ce que c'est elle, finalement, qui a pris le dessus sur certaines tâches que toi, tu voulais pas, ou je pense que c'est ça aussi, hein. Elle est comme moi. Ah ouais. Elle délègue. Elle est comme moi en pire. Ah ouais. Parce qu'elle, elle peut même être pas disciplinée dans un truc qu'elle aime, tu sais. Ah ouais. Tu vois, moi, autant un truc que j'aime, je peux être discipliné dessus. Elle peut être disciplinée dans un truc qu'elle aime pas. Mais par contre, elle est hyper talentueuse. Et sans elle, en fait, j'aurais pas réussi à faire ce que je fais. C'est ce que je dis tout le temps. Et je le dis même pas parce que c'est ma petite sœur. Tu sais, on a presque 10 ans d'écart aujourd'hui. Sans elle, j'en serais pas là. Mais les gens, ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas compte, pardon. Tu vois, ouais, Youssef, c'est toi qui es visible, c'est toi qui as ramené le plus gros partenaire. Ouais, mais derrière, ma petite sœur, c'est une machine. Tu vois, le développement, la partie business, elle est extravertie. Moi, je suis un introverti. C'est-à-dire qu'elle, elle va chercher. Tu vois, moi, je vais toujours trouver le moyen d'attirer vers moi. C'est pour ça aussi que je suis bon sur LinkedIn et que j'ai une belle communication. C'est parce que moi, j'aime pas aller vers les autres. Tu vois, je dis, je suis dans ma grotte. Je me dis, comment je peux développer quelque chose? Et ben, je vais trouver la solution pour les attirer vers moi. Alors que elle, tu sais, elle y va. Tu vois, elle est sur le terrain, elle aime ça, elle a pas peur de prospecter, elle a pas peur de chercher du business, elle a pas peur de closer, elle a pas peur de vendre. Tu vois, quand elle rentre dans un bureau, c'est bon. Tu la vois avec le sourire, tout. Limite, elle m'affiche tout le temps. Tu sais, ouais, Youssef, il est là. Ouais. S'il te plaît, arrête de tout. Moi, je suis discret, laisse-moi dormir. C'est trop bien. Donc, en fait, on est deux personnalités différentes. On est hyper complémentaires, mais elle est pas du tout disciplinée, tu vois. Elle a les mêmes syndromes que moi. Mais du coup, si les deux, vous êtes pas disciplinés, la question qui tue alors, c'est où est-ce que vous trouvez les gens de confiance? Dès le début, j'ai investi dans des personnes. C'est-à-dire, moi, j'avais pas trop de moyens quand je me suis lancé pour recruter beaucoup de personnes. Mais en fait, je me suis dit, Youssef, faut que tu recrutes quelqu'un qui est discipliné. Donc, en fait, j'ai pris une fille qui était en master contrôle de gestion audit, tu vois, un peu plus finance, avec un côté beaucoup plus admin, beaucoup plus gestion, beaucoup plus rigueur. Et dès le début, je commençais à peine. J'ai dit, bon, je vais lui faire confiance. J'ai bien senti un bon feeling. Et je lui ai délégué toute cette partie-là, puisqu'en fait, elle, c'est des zones dans lesquelles elle excelle, en fait, tu vois. Alors que moi, ça, je vais mal le faire, tu vois. Et dès le début, en fait, j'ai investi dans plusieurs personnes qui sont encore avec moi aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a grandi ensemble. Et ça, c'est le truc dont je suis plus fier. Tu vois, c'est de me dire, OK, 3 ans et demi après, on est encore ensemble, on a tous grandi, on a tous pris des responsabilités, on se paye tous mieux par rapport au démarrage. Et ça, c'est limite ma plus grande fierté. De me dire, voilà, il y a eu un bon pari qui a été fait. C'est de croire en des personnes. Ouais, exactement. C'est un peu la même chose pour nous. Enfin, voilà, nous, on a eu des partenaires, d'autres qui sont plus là, certains qui sont encore avec nous, mais je pense à Joris, je pense à Nico, tout ça. Enfin, aujourd'hui, c'est des mecs qui ont un impact incroyable sur notre business et tout ça. Et puis, enfin, au début, on avait tous des qualités qui étaient un peu différentes. On a dû, tous se pousser, tous sortir de notre zone de confort. Donc, non, ça, c'est vraiment, vraiment super important. Là, aujourd'hui, t'es à Dubaï. C'est le Moyen-Orient, je pense que c'est devenu Enfin, on va pas dire ton nouveau chez toi, c'est à toi de présenter un peu comment tu veux de voir comment tu veux présenter en fait le Moyen-Orient aujourd'hui dans ta vie. Mais qu'est-ce qui t'amène ici? Enfin, je sais qu'il y a nous, mais outre ça, enfin, tu fais plein de business. Nous, on a passé 2-3 heures ensemble, mais sinon tu es tout le temps à droite, à gauche, tout le temps au téléphone. Your network is your net worth. Ça, c'est quelque chose qui revient constamment ici à Dubaï. Et ce sont qui les gens que tu rencontres ici? C'est quoi un peu que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies d'entreprendre là au Moyen-Orient en ce moment? Écoute, aujourd'hui, c'est pas spécifiquement qu'au Moyen-Orient. C'est vrai que je passe beaucoup de temps.
je me dis, j'ai commencé à entreprendre en France. Ouais. On a eu un beau développement. On a réussi à lancer plusieurs écoles, plusieurs marques. Maintenant, j'ai envie de les internationaliser. Et donc, là, dernièrement, j'ai fait beaucoup de pays. En 2 mois, du coup, je suis allé au Maroc, en Tunisie, au Japon, en Arabie Saoudite, à Dubaï. En fait, c'est dingue. je fais beaucoup de pays constamment pour essayer de voir où est-ce que je peux emmener finalement mes projets, où est-ce qu'il y a du potentiel, où est-ce que je peux interagir avec des personnes qui tirent toujours vers le haut, et où est-ce que ce que j'ai commencé à créer a de la valeur, tu vois. Parce que finalement, c'est ça le sujet. C'est l'histoire de la bouteille d'eau. Tu vois, une bouteille d'eau peut valoir 1 euro dans le supermarché, 6 euros dans 10 000 l'avion. euros dans un désert. Un mec qui est assoiffé, qui en peut plus, tu vois. C'est de voir où est-ce que, en fait, finalement, ce que j'ai créé a de la valeur. Donc, je fais beaucoup d'international. Je trouve qu'au Moyen-Orient, il y a un super beau développement. L'Asie, même, de manière générale. Et l'Afrique. Genre, moi, c'est les 2 gros continents sur lesquels je m'intéresse aujourd'hui. C'est l'Afrique et l'Asie, qui ont des populations extrêmement jeunes, qui sont en train de grandir, monter en puissance. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'éducation pour tirer les jeunes, les accompagner et puis voilà, les aider aussi à prendre leur envol. Tu vois. Non, de ouf. Et puis ça revient en fait au sujet que nous, on parle tous les jours, c'est l'expatriation, c'est le fait de venir ici, c'est des gens qui vont bouger d'un pays à l'autre et tout ça. Toi, aujourd'hui, je sais que t'es français et tout ça, mais tu comptes aider tes équipes à aller se développer dans d'autres pays, tu développes dans d'autres pays, je sais que t'es beaucoup au Maroc et tout ça, c'est des expatriés, comment tu les aides à gérer un peu tout ça et tout? Non, mes équipes aujourd'hui, c'est pas des expatriés, je recrute des équipes au Maroc, par exemple, j'ai recruté 5 personnes et ils sont au niveau local. C'est top. Après voilà, il y a ma petite sœur qui aimerait bien venir à Dubaï. Et puis même mes équipes, j'ai des personnes qui sont d'origine tunisienne par exemple, qui disent franchement moi j'aurais trop kiffé un jour aller bosser en Tunisie, etc. Donc en fait on en discute. Mais pour l'instant, c'est que des personnes qui sont dans les pays où ils vivent, en fait, tout simplement. Donc, j'explore. On va dire que j'ai mon petit sac à dos, j'explore les pays, j'explore les opportunités. Donc, la journée, je charbonne, je suis mes équipes. Et le soir, voilà, je découvre, j'échange, je discute et j'essaie d'ouvrir des premières portes. On organise aussi des programmes d'échange. Dire quand je vais dans un pays, je vais pas en mode, explorateur, sac à dos. J'en profite pour monter des partenariats stratégiques pour mes écoles, avec des universités, organiser des échanges, tu vois, pour mes étudiants. Donc en fait, les étudiants qu'on a aujourd'hui en France, on leur permet d'aller voyager. Tous les ans, on les emmène dans 2 ou 3 pays différents, tu vois. Donc ça me permet, en même temps, quand je vais au Japon, à Tokyo, Osaka, hop, un partenaire à Tokyo, un partenaire à Osaka, comment on peut organiser un voyage, ramener nos étudiants. En fait, je fais toujours d'une pierre deux coups pour le business, tu vois. C'est pas juste... bouger pour bouger. Non, c'est super. Et voilà, c'est très, très Et la question qui tue, du coup, c'est dans 5 ans, tu vois ça dans combien de pays? Enfin, c'est quoi un petit peu le projet dans 5 ans? Comment tu projettes ça? C'est une question qui est très difficile. C'est un peu la question qu'on te pose, tu sais, quand tu as un entretien d'embauche, tu te vois où dans 5 ans? En fait, dans cette question, j'étais obligé de mytho, tu vois. Parce que, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Tu vois, en fait, moi, le truc, c'est que à chaque fois que je commençais un job, je voulais être le calife à la place du calife, tu vois. Genre quand j'étais vendeur chez Adidas à 18 ans, le poste le plus élevé que je connaissais chez Adidas, c'était le directeur du magasin. Donc je voulais être le directeur du magasin, tu vois, je peux dire ou pas. Après quand j'ai commencé à bosser chez Leroy Merlin, je voulais être le responsable de l'enseigne. Après quand j'ai bossé dans une boîte de cybersécurité, je voulais être le directeur. En fait, à chaque fois que la chose la plus élevée que je voyais, je voulais l'atteindre. Tu vois, c'est même pas par ego. C'est parce qu'en fait, je suis un gars ambitieux, j'ai envie de monter le plus haut possible, tu vois. Et donc, dans l'éducation, tu me dis, je vais où? En fait, je veux être le numéro 1 au monde, tu vois. Au début, je voulais être le numéro 1 en France. Après, tu vois, c'est quoi? On va être le numéro 1 au monde. Faut viser haut, tu vois. N'importe où. Tu vois, viser haut pour atterrir dans les étoiles. Non, c'est viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Moi, je veux viser la lune pour atterrir. Tu vois, sur la lune direct, en fait. Tu vois, c'est la lune que je veux. Les étoiles, c'est bien et tout, mais laisse-moi atterrir sur la lune et tout. Donc, en fait, faut rêver. Moi, je suis un geek, je rêve, tu vois. Je kiffe mon temps, je kiffe bosser, tu vois comment je suis, je m'arrête pas en fait du matin jusqu'au soir, mais j'ai pas l'impression que je suis en train de bosser, tu vois. Je prends du plaisir. Quand je joue à un jeu vidéo, j'ai envie de gagner, en fait, j'ai envie d'être le numéro 1. C'est quand tu joues à FIFA, tu veux gagner tes matchs, tu veux remporter, tu veux monter. C'est pareil en fait. Moi, je vois entrepreneur comme un jeu, donc à chaque fois, j'ai envie de gravir les échelons. Un vrai compétiteur comme nous, quoi. On est pareil. On s'éclate, tu vois. On s'éclate et puis on bosse. Et puis le résultat, tu le maîtrises pas. Tu vois, c'est un peu le stoïcisme. C'est-à-dire, je me mets beaucoup de pression sur des choses que je maîtrise, mais le résultat, tu le maîtrises pas à la fin. Tu vois, donc je me mets pas de pression sur le résultat. Tu vois, même si j'ai des objectifs hyper ambitieux, finalement, ce que je vais atteindre, c'est ce qui. Tu vois, moi, je suis musulman. C'est destiné. Je traverse ma destinée. C'est-à-dire, dans mon quotidien, tout ce que je fais que traverser ce qui est déjà destiné pour moi. Donc, je pourrais pas le changer ou l'améliorer. Non, mais en fait, puis moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'expérimente un peu de la même façon. Mais par contre, comment moi je réfléchis, c'est que quand je donne mon 100%, ou même mon 120%,
il y a pas un monde où je réussis pas, tu vois ce que je veux dire. Je suis un peu comme ça où quand j'ai un objectif, je suis tellement têtu, tellement borné que c'est sûr que ça se passe. Parce que en fait, prends quelqu'un qui va à la salle de sport, qui mange bien, qui fait tout bien, tout carré, c'est sûr qu'il va avoir un corps de rêve bien sûr. Au bout de la ligne, tu vois. Ouais. Et puis ça peut être super difficile à travers le temps et tout ça, mais s'il fait les efforts et donne vraiment son max, c'est sûr que ça fonctionne. Ouais. Donc moi, j'ai aussi cette philosophie-là, mais le mot essayer, pour moi, c'est pas un mot qui est dans mon vocabulaire, tu vois. Genre, on fait. Avec mon frère, on fait les choses, et puis pardonnez-moi du terme, mais on défonce tout, et ça fait en sorte qu'on a du succès, tu vois ce que je veux dire. Ah tiens, raconte-nous un peu. Où est-ce que vous avez tout défoncé? Enfin, mec, on en a... Je retourne la situation. C'est ça. J'ai trop parlé, là. Ça y est. Non, mais avec mon frère, tout le monde sait maintenant, nous, on vient du Canada, on est deux frères québécois, et puis on a bâti finalement un livre d'affaires assez important au Québec, en aidant des Québécois, tout simplement, à organiser leur retraite, à préparer leurs finances, organiser leurs finances. Et puis aujourd'hui, finalement, on est venu s'installer ici pour aider les expatriés francophones, parce qu'il y a énormément de gens qui quittent la France, qui quittent le Québec, mais ils n'ont aucune aide et ils sont vraiment laissés à eux-mêmes. On n'a pas de gouvernement, personne qui peut vraiment nous aider à mettre tout ça en place. Donc c'est ce sur quoi on se concentre aujourd'hui. Okay. Après, on a plusieurs pôles, on fait plusieurs trucs, tu sais, on est des entrepreneurs à série, mais un peu comme toi, quoi. On a la tête dans les étoiles. Non, vous êtes des machines. Hein. Moi, à votre âge, déjà, premièrement, je faisais pas tout ça. Hein. Tu vois. Moi, vous êtes des gars, vous m'inspirez beaucoup. Tous les deux, c'est réciproque. Tous les deux, vous m'inspirez énormément et tout. Tu vois. Ouais, je pense qu'on s'aide beaucoup, on est extrêmement complémentaires aussi avec toi, Youssef, parce que dans la mesure où nous, là, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. Ouais, c'est quelque chose vraiment. Ça, tu l'as compris, tu l'as vu dès le début. Je me souviens, nous, on s'est rencontrés à Riyad pour tout le monde, avec Youssef. C'était quoi, un vendredi matin, je pense que c'était un petit peu un club finalement de frères musulmans, on va tous déjeuner ensemble, et du coup, on voit Youssef et tout qui est là. Je pense que c'était là par chance, non? Comment t'as atterri là-bas? Ouais, je croisais des personnes à Riyad, ils m'ont dit viens, on a une petite communauté de Français musulmans, etc. et tout. Est-ce que ça t'intéresse de venir prendre un petit déj avec nous? Et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Ouais, je vous ai croisé. Du coup, on discute et tout, et puis finalement ça clique, ça passe. Mais voilà, je pense que ce qu'on a apprécié l'un de l'autre, c'est un peu l'engagement, la hargne, tu vois, comment on discute et tout, on est franc, on est direct, on a la tête dans les étoiles. Donc non, ça c'était super. Ouais, non, c'est clair. Honnêtement, voir que on était à ça de pas se rencontrer. Ça se trouve, on aurait juste pas décidé d'aller déjeuner ce matin-là, et puis on se serait pas rencontrés. Donc nous, on l'a dit. Mais du coup, sur les différents projets que nous on est en train de déployer, tous les gens savent qu'on travaille pour une des plus grandes firmes de gestion d'actifs aujourd'hui dans le monde pour les expatriés, qui s'appelle Titan Wealth International. Et puis donc on était conseiller financier finalement au sein de cette boîte, mais qu'en parallèle finalement on démarre une école d'éducation financière, dont tu es le partenaire aussi dans tout ça. Et puis le but c'est on vise les étoiles comme toi, c'est devenir la référence mondiale aujourd'hui d'éducation financière pour les expatriés, c'est-à-dire aider les gens qui quittent les systèmes du Québec ou de la France où ils cotisent pour une retraite et qui bâtissent finalement eux-mêmes leur propre liberté financière à travers le temps. Et puis ça, on peut en parler que ce soit pour toi, mais après t'es un entrepreneur, t'es comme nous, toi, l'argent ça rentre, l'argent ça sort, tu pars sur plein de trucs, mais pour des gens qui ont un peu des parcours employés, un peu plus tracés, c'est important de mettre des systèmes en place, de les automatiser, de savoir dans quoi investir, de diversifier son portefeuille. Donc c'est tout ça qui est abordé finalement en ce moment, et puis le but c'est de vraiment de tout d'atterrir sur la lune, quoi. D'atterrir sur la lune. C'est du lourd, mais c'est pour ça que quand on a commencé à en discuter, on s'est dit qu'on pouvait vraiment être complémentaires. Parce que moi, dans l'éducation, on va dire que c'est mon secteur. Vous, c'est votre domaine, votre expertise. Et moi, l'éducation, c'est mon expertise. Donc en fait, ça se mariait hyper bien ensemble. Avec votre expérience, qu'on est en train de faire. Et l'éducation financière, c'est le sujet que j'ai pas eu. Tu vois, dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai eues. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas eu, tu vois. Mais ce truc-là, je le trouve hyper important, tu vois. Et à chaque fois que j'ai eu de l'argent dans ma vie, j'ai toujours mal géré. Mais malheureusement, c'est le cas pour tellement de personnes. Et puis, on en discute souvent avec Neyal, mais les systèmes en général te présentent pas comment finalement investir sur le marché boursier, comment protéger ton capital, si tu as des objectifs à long terme, comment allouer ton capital à différents véhicules financiers qui ont différents niveaux de risque et tout ça. Mais quand tu commences à faire des sous, t'as pas le choix de regarder finalement comment tu peux faire fructifier ton capital et tout ça. Donc, c'est pour ça aussi. Moi, par exemple, tu vois, quand tu m'en parles comme ça, c'est des sujets, j'ai envie de reculer, tu vois. Non, j'ai envie de reculer. J'ai même pas envie. En fait, j'ai pas envie d'apprendre ça. Tu délègues. Et bien sûr. Ça, c'est grave un truc. Je le prends. Je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que tu peux m'aider à le piloter? Mais j'ai pas envie de me mettre dedans. En fait, parce que j'ai tellement de choses à apprendre pour développer mes business
tu vois, que je préfère être focus dessus. Ouais. Mais si j'avais cette éducation beaucoup plus tôt, finalement, bah, j'aurais pas besoin d'apprendre, en fait. Ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, en fait, j'ai l'impression que l'effort que je dois faire, et c'est peut-être là qu'on a un syndrome aussi, j'ai l'impression que l'effort que je dois faire pour apprendre et comprendre tout ça, il est monstrueux. Alors que peut-être pas du tout, en fait. C'est juste 2-3 mécanismes. Non, en fait, il est pas monstrueux. Je te dirais que c'est sûr qu'au début, si tu pars vraiment de zéro, ça va te demander quand même du temps à investir. Mais après, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une curiosité quand même de base. Si tu veux absolument tout déléguer, écoute, mais c'est une curiosité qui est nécessaire. Aujourd'hui, tu peux plus, si t'es expatrié, tu peux plus ne pas parler de finances. Ah oui, bien sûr. Parce que sinon, voilà, tu vas arriver à 60 balais et puis t'auras juste ta maison et puis carao, tu vois. Enfin, t'as besoin d'avoir une éducation financière, t'as besoin de te renseigner. Soit tu le délègues, mais aujourd'hui, le déléguer, ça coûte extrêmement cher. Il y a des frais de gestion et puis il faut avoir un certain niveau de patrimoine. Soit tu commences, dès le début, tu t'éduques. Et puis oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais tu le fais. C'est comme toi, aujourd'hui, tu apprends l'anglais. Ouais. Tu me dis tous les lundis, tu passes 1 heure, tu apprends l'anglais. Ouais. Mais tu fais la même chose avec les finances. Après ton cours d'anglais, frérot, tu fais 1 heure, tu te poses vite fait 1 fois par semaine. Tu regardes comment ça fonctionne les marchés boursiers. Tu regardes comment tu peux mettre ton argent, dans quelle plateforme tu peux mettre ton argent, qu'est-ce qui peut aller chercher du rendement et tout ça. Et au fur et à mesure, au fil du temps, si tu voilà, 1% tous les jours, c'est ce qu'on dit pour tout. Hein. Tant que tu deviens une meilleure version de toi-même à 1% tous les jours, tu vas tout casser. Mais t'inquiète pas, j'ai ma stratégie. Hein. Ouais. Ah ouais. Comment j'aime apprendre les choses en les faisant. Ouais. Voilà pourquoi on s'est associés ensemble, les gars. En fait, je vous ai utilisé, les gars, pour apprendre. Tu vois, je me dis, voilà, on est ensemble, on va développer une école d'éducation financière. Et bah, je vais apprendre encore plus en le pratiquant. En fait, c'est-à-dire que je vais devenir une machine de guerre. Ouais. Moi qui suis même pas dans ce sujet, qui a la flemme de me renseigner, de me former dessus. Parce que, en fait, aussi, il y a le temps. Tu vois bien comment ça s'arrête pas. Hein. Tous les jours, je dors à 6h du mat, de 3h, après ça redémarre. Ouais. Et en fait, là, je suis en train d'apprendre, je suis avec vous, les gars. C'est top. Et puis, c'est la meilleure des formations. Tu sais quoi ? Nous, on est en train de t'utiliser. Parce que nous, mec, on connaît rien des réseaux sociaux. On n'a jamais fait ça. Là, tu nous parlais des posts LinkedIn, de profondeur, de machin. Mec, moi, j'étais complètement perdu quand tu nous parles de voilà, c'est ton domaine, tu vois. Et du coup, là, on est comme tu m'utilises et que moi, je t'utilise, on s'entraide. Exactement. Je pensais que c'est moi qui vous utilisez ça. Mec. On est des businessmen, nous, mec. Il faut qu'il y ait un échange constamment. Après, mais tout ça pour dire finalement que là aujourd'hui, nous, tu nous aides par rapport au réseau. Et puis je pense que ça peut être vraiment bien aussi pour tout le monde de comprendre ce que tu as mis en place pour nous, comment tu vois un peu les choses, comment nous, notre personal brand, on va essayer de le développer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. À quoi sert ce podcast, à quoi sert nos posts LinkedIn et tout ça. Et puis les gens pourront aller juger là, parce que les premiers posts LinkedIn, ils sont pas top, mais après ils vont s'améliorer et tout ça. Donc à quoi on peut s'attendre là dans les prochaines semaines et tout? En fait. Le personal brand ou ça dépend l'accent là, ça dépend. Nous autres on est des Québécois. Je sais jamais comment le prononcer ce truc. Ouais. Le truc c'est de la profondeur. Aujourd'hui il y a trop de bullshitters. Tu vois, mais vraiment, c'est-à-dire tout le monde veut faire ça. Tu sais, en fait, si moi j'ai explosé sur LinkedIn, c'est parce que je suis arrivé à un moment, déjà premièrement, où personne faisait ça. Et quand je le faisais, on me critiquait. Ouais, LinkedIn, c'est pas fait pour ça, c'est professionnel. Tu sais, c'était à l'époque où on partageait que des événements physiques, on parlait que d'une techno, on parlait que du marché. Il n'y avait pas de personal branding, ça n'existait pas, tu vois. Et moi, quand je suis arrivé dedans, on m'a bien cassé, tu vois. Bien critiqué. Autant, même mes collègues de classe, tu vois, que les collègues du travail. Ouais, mais pourquoi tu fais ça ? Ouais, mais ça sert à rien, etc. Et tout. Et tout le monde fait ça aujourd'hui. Tu vois. Et tout le monde fait ça aujourd'hui en utilisant l'IA. Et en pensant que, waouh, tu sais, ils font des trucs de ouf, ChatGPT, je suis hyper productif, j'ai réussi à automatiser mon personnel. C'est mort, tu vois. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc qui fait que ça marchera pas, c'est que c'est pas authentique. En fait, si ça a fonctionné pour moi, c'est parce que j'étais hyper sincère dans ce que j'écrivais, dans ce que je partageais, et je me rendais même vulnérable, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, je partageais des choses qui pouvaient me mettre en difficulté sur certaines positions, parce que c'était hyper sincère. Mais par contre, qui crée du lien, mais de manière monstrueuse avec les gens qui comprenaient ce que je partageais. Et si tu mets pas de profondeur dans tes actions, si tu mets pas de profondeur dans ce que tu partages, bah c'est du bullshit. Je pense que c'est du coup, tout le monde sait écrire. Tout le monde sait écrire une phrase courte ou longue. Tout le monde sait raconter quelque chose. Enfin, on n'est plus à ça, tu vois, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la compétence, c'est pas de savoir écrire des publications. Ça, c'est trop facile, tu vois. La compétence, c'est dans le narratif. C'est comment tu racontes les choses. C'est qu'est-ce que tu racontes. C'est comment tu arrives à faire en sorte de connecter les personnes et ensuite de dupliquer à grande échelle. Et c'est ça qu'on essaie de travailler ensemble parce que derrière,
en fait, vous allez voir, ça va développer tous vos projets. Ouais. Tu vois, autant c'est celui clair. sur lequel on est en train de bosser ensemble actuellement que tous les autres, parce que vous allez créer une relation de confiance avec les gens. Et demain que vous ouvrez une boucherie, tu vois, Ouais. C'est pas dans les projets, mais. un resto, Halal sur nous, mais ouais. une boîte de tech, peu importe ce que vous allez ouvrir, Ouais. mais en fait, vous avez Ouais, une c'est relation clair. très forte avec les personnes Mhm. qui vous suivent. Mais parce que pour moi, il y a une ligne très très fine sur les réseaux qui est à ne pas dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Par rapport au perso et par rapport aussi au bad buzz. Tu vois ce que je veux dire? Donc la ligne, elle est où? Parce que par exemple, on peut parler de la fiscalité ou de ce genre de choses. Enfin, tu sais que tu peux faire une tournure de phrase et te faire complètement allumer par LinkedIn ou complètement allumé et qu'il y a un gros bad buzz. Comment tu as géré un peu cette fine ligne pour pas tomber dans l'excès ou dans le bad buzz, je peux me permettre? Déjà, premièrement, c'est subjectif. Mm. C'est-à-dire que cette ligne-là, elle n'est pas la même selon Ouais, d'une ce qu'on a personne à envie l'autre. de faire, Ouais. selon est-ce qu'on a envie de plus plaire à nos clients, est-ce qu'on a envie de plus plaire à notre famille, est-ce qu'on veut plus plaire à notre chat, tu vois, en fait, la ligne, elle est trop subjective, déjà, premièrement. Mm. Mhm. Deuxièmement, ce qui est important à savoir, c'est que moi, ce que j'évite, c'est les sujets politiques. Tu vois, parce que je pars du principe que j'ai envie d'avoir une communication positive. Mm. Je pars du principe que j'ai envie de faire du business aussi à travers mon LinkedIn et que la politique va diviser ma communauté sur des sujets où en fait on est de base extrêmement liés. Tu vois, c'est-à-dire on est rassemblés, on a les mêmes valeurs, la même ADN, mais pour un truc de merde politique, hop, tu peux casser toute la dynamique. Donc moi j'évite surtout les sujets politiques. Il y en a d'autres qui se permettent d'en parler de manière très simple. Tu vois. Donc déjà premièrement, je vais te dire, on essaie d'éliminer cette partie-là parce que j'y vois pas trop d'intérêt, sauf si on est un activiste et qu'on veut aller plus loin. C'est pas le cas pour toi, pas tout de suite. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis un activiste à mon niveau. C'est-à-dire que moi, quand je me suis mis sur LinkedIn, je voulais être juste un contre-média positif. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, à la télé en France, on parle de toi toujours en mauvais, il n'y a que du négatif, t'as l'impression que tout va mal. Même si quand tu sors, il se passe rien pour toi, t'as quand même l'impression que ça va mal. Tu vois. C'est ça qui est incroyable en France. Tu sors, tout est ok, tu vas au taf, tout est ok, tu rentres chez toi, t'es bien, mais ça va mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les médias, ils te tabassent tellement au quotidien que tu vis mal. Et donc, moi, je voulais juste changer ça, tu vois. Changer ça positivement et changer ça aussi pour les personnes comme moi, tu vois, qui viennent des quartiers et qu'on est en train de critiquer tous les jours, leur dire non, voilà qui on est, tu vois, finalement. Donc j'étais un espèce de petit contre-média à mon niveau et ça est toujours dans une dynamique très positive à la fin. Donc voilà, je vais dire, éviter un peu les sujets politiques. Et après, tu me parles de fiscalité, de sujets bad buzz, bah là, je vais rentrer dedans. Ouais. Quand je faisais des publications et que je voyais des commentaires négatifs apparaître très rapidement dans mes publications, j'ai dit, ce post-là, il va marcher. Oui, parce qu'en fait, les commentaires négatifs, ça crée du débat. Tu vois. Et c'est là que l'algorithme, il est en train de bouger. Tu vois, et il y a de l'engagement, il y a de l'engouement. Il y a des communications. Bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir des communications où il n'y a que du positif. Tu vois, c'est hyper cool. Mais dès que je voyais des commentaires négatifs, que ce soit des communications personnelles, mais aussi dans les écoles que je lançais, ce poste-là, il va fonctionner. Lui-là, c'est sûr, il marche. C'est bon, direct. Donc, il y a aussi du positif dans ça. Tu vois. Parce que c'est ça, c'est un algorithme derrière. Et donc, quand ça interagit, quand ça débat, tu vois, t'inquiète, c'est que c'est une bonne chose. Ouais, non, de ouf. Et puis, t'as tout à fait raison. Et puis après, pour nous, comme on est dans la finance, c'est un sujet qui est tabou dans certains pays, qui l'est pas, par exemple, ici à Dubaï, et qui va vraiment beaucoup apporter de l'engagement et tout ça chez les gens. Et puis, c'est là où, pour nous, voilà, on est extrêmement content que tu sois avec nous et tout ça, parce que ce sera un peu difficile de jongler à travers tout ça dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve qui est aussi intéressant, c'est que tu as dit dès le début, je suis pas constant, je suis pas discipliné. Mais un truc qui va revenir toujours pour avoir du succès sur les réseaux, c'est d'avoir de la discipline et de la constance. Bien sûr. Pourquoi tu as eu cette discipline et cette constance? Parce que les réseaux, ça a été comme le foot finalement. C'est un truc que tu as kiffé et que tu as vraiment apprécié? Ouais, bah après, tu sais, comme je te dis, moi, je voulais juste être un contre-média. C'est-à-dire, on était tellement pollués au quotidien que je voulais partager un maximum de choses pour rendre la vie meilleure aux autres, pour qu'ils se réveillent et au lieu de regarder BFM et bam, ils se font tabasser, en fait, ils voient une citation positive, ils voient un message positif. Et en fait, ça contrebalance tout, tu vois, à la fin. Et donc, au démarrage, tu fais ça, tu vois que ça marche, tu reçois beaucoup d'amour, tu vois, beaucoup de commentaires, beaucoup d'amour. Encore là, il y a quelques jours, un message d'un gars qui me dit, tu sais qu'il y a 3 ans, j'avais lu une de tes publications, ça m'avait motivé à reprendre mes études. Là, aujourd'hui, maintenant, je suis devenu directeur dans telle boîte. En fait, tu sais pas,
Bien sûr, en fait, ça te donne trop de motivation. Tu sais, tous ces messages positifs, tous ces commentaires tu vois, où les personnes ils sont reconnaissants, alors que toi, t'as l'impression que t'as rien fait, tu vois. Ouais. Toi, pour toi, c'était naturel pour toi. Et surtout, ça te propulse, tu vois. Et tu le fais encore, parce que tu commences à aimer ça. Tu dis, en fait, là, je rends service, là, j'aide les autres. Ça se voit que je les fais progresser. Même, j'attendais pas d'avoir un impact aussi puissant. Et je reçois toutes les semaines des messages de personnes pour qui ça a changé la vie. Donc forcément, tu t'arrêtes plus à la fin, parce que tu commences à aimer ça tellement l'impact il est grand, tu vois. Donc voilà un peu comment je suis vraiment d'accord avec toi. Ouais, et surtout, je pense que ça fait partie aussi des grandes motivations qu'on peut avoir de nous, en tout cas pour moi et Leït, de se lancer sur les réseaux. C'est que voilà, on sait qu'il y a peut-être des gens qui vont être inspirés par ce qu'on fait, qu'on va pouvoir avoir avoir un impact vraiment positif sur la vie des gens, sans forcément s'en rendre compte. Au final, ça revient un petit peu à nous qui faisaient des appels à froid ou quoi que ce soit avant, mais en général, quand t'es entrepreneur, au début, t'as pas de résultats, tu vois pas, t'avances dans le flou, t'es dans le noir, tu sais pas. Et là, après, boum, les premiers résultats. Et après, ça a dû être la même chose pour les réseaux sociaux où tu as eu des super bons retours positifs, des gens qui te disent tu n'as pas idée l'impact que tu as eu sur ma vie, etc. Donc voilà, vraiment hâte que. Ouais, ça sonne un peu catchy, mais c'est vrai qu'en fait, au final, nous, on a plein de projets un peu partout, même en Indonésie et tout ça. Et en fait, quand tu vas dans des endroits comme ça, ou même quand tu es ici, tu te rends compte que les sous, c'est bien. Oui, il faut gagner sa vie, il faut bien la gagner et tout. Mais au final, ce qui est bien, c'est quand tu as des gens, ils reviennent vers toi, ils disent tu as fait un projet là, il a changé ma vie. Genre, ça a vraiment eu un impact sur moi et tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit. Là, j'ai vraiment bien aimé un sentiment d'accomplissement où t'as terminé un projet ou quoi que ce soit et tu t'es dit, ok, là, ça m'a vraiment apporté un sentiment de fierté, d'accomplissement. Écoute, déjà, quand t'as des écoles et que t'accompagnes des étudiants et que tu vois que ces étudiants-là finissent leur cursus, rentrent dans des belles boîtes, gagnent bien leur vie et aujourd'hui reviennent vers toi pour te dire, franchement, merci, tu vois. Youssef, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. et tout, j'ai envie de redonner. Moi, ce que je leur dis, c'est écoute, si toi tu progresses, tu continues à monter, c'est comme ça que tu me rends service. Ouais. Tu vois, en fait, j'ai pas besoin que tu me rendes service. Tu me rends déjà service en étant heureux, en étant épanoui, en progressant dans ta société, en gagnant bien ta vie. Là, tu es en train de me rendre service, tu vois. En fait, c'est pour ça que je le fais. Tu vois. Donc, si toi, tu arrives à atteindre ces objectifs-là, c'est bon, le truc est fait. Donc, c'est ça, en fait. Mon accomplissement, c'est de voir les jeunes qu'on accompagne, tu vois, réussir, simplement. Tu vois, les entrepreneurs qu'on accompagne, réussir. C'est comme ça que je suis excité, que je suis heureux et tout, tu vois. Parce qu'en fait, moi, où je vois qu'il y a une grosse distinction, c'est qu'en fait, dans l'entrepreneuriat en général, il y a soit au début un grand moment de discipline dure où voilà, tu vas devoir te réveiller très tôt, te coucher très tard, etc. Où ça va être un petit peu un moment pas de souffrance, mais voilà, ça va être très difficile. Et d'un autre côté, il y a des gens qui vont être motivés par des causes qui sont très grandes, qui vont avoir plus où on va les tirer vers le succès et pas forcément devoir se pousser tous les matins. Toi, tu dirais que ta grande motivation qui t'attire, est-ce que c'est le fait d'aider des gens? C'est quoi un petit peu qui t'a vraiment... qui te pousse à... Je vais te répondre sur ça, mais de manière un peu bizarre, tu vois. On parlait de discipline. C'est-à-dire, pour avoir la discipline, il faut... Moi, je disais, ma discipline, c'est d'aimer ce que je fais. Ouais. Tous les matins, à 9h30, j'arrive au bureau. Je suis hyper discipliné pour ça. Tous les matins, à 9h30, j'arrive au bureau et j'ai une discipline de faire. Pourquoi ? T'as des responsabilités, t'attends du monde, il y a des gens qui t'attendent. Ouais, là, une petite devinette, pourquoi ? Ouais, parce que t'aimes le sentiment d'avoir un impact positif dans la vie des gens ? Non. Bullshit. Bullshit. Non, aucune idée. Je sais pas, ouais. J'ai des enfants que je vois pas beaucoup en tant qu'entrepreneur et je me suis juré que quand je suis en France, je les déposerai toujours à l'école le matin. Tu vois, le matin, le temps passé avec eux pour les déposer à l'école, les embarquer dans la voiture, il y en a qu'un pour l'instant qui va à l'école. Mais en tout cas, je me suis dit, quand je suis en France, tous les matins, c'est moi qui les emmènerai à l'école. Voilà. Et donc, ce qui fait que tous les matins, à 9h30, je suis au bureau et j'ai pas le choix de le faire. Parce que mon amour de passer ce peu de temps avec mes enfants, parce que le reste du temps, c'est beaucoup de travail, et en fait, m'oblige à être discipliné sur ça. Ouais, je vois. Et si j'avais pas ça, je peux te dire que je serais pas au bureau tous les jours à 9h30. J'arriverais plus à 11h, midi, 13h, je prendrais plus ce temps. Ouais. Donc c'est un truc, peu importe l'heure à laquelle je me couche, peu importe la quantité de travail que j'ai eu la veille, je me réveille pour emmener mes enfants à l'école. Et en plus, j'ai choisi une école qui est sur la route du travail. Donc à la fin, tu sais, quand t'es parti vers cette route-là, t'as la flemme de revenir pour repartir ensuite au boulot. Tu dis, tu sais quoi, fini le truc. Il n'y a pas une fois où je suis retourné dormir, tu vois. Alors des fois, j'étais explosé, mais comme là, j'ai bien choisi le truc, tu vois. C'est à mi-distance entre... non mais c'est vrai, c'est à mi-distance entre le taf, tu vois,
et chez moi. Donc dès que je me lève, bah c'est bon. Je sais qu'à 9h30, je suis tout le temps au bureau. Ouais, tu mets des systèmes en place comme ça Exactement, qui te poussent à et aller. ça, Et je le fais même pas exprès. Ouais. C'est que je vois pas beaucoup mes gosses, donc je me dis, faut que j'arrive à passer du temps avec eux. Et bah c'est le matin. Mais ça en plus c'est un type de discipline pour tout le monde qui nous écoute. Si t'as envie d'aller à la salle, ben la veille tu prépares déjà tous tes vêtements, etc. Comme ça, tu te réveilles, tu vois que t'avais déjà tout préparé, t'as plus le choix de le faire. C'est bon. Non, même nous, le réveil le matin, enfin, parce que quand on était au Québec avec Neyel et qu'on a monté ce livre d'affaires, on dormait dans la même chambre. On dormait dans la même chambre parce que, enfin voilà, on était. Pas dans le même lit, là, mais. Ouais, pas dans le même lit, mais tu vois. Des frères, non? Et du coup, on mettait l'alarme, mais pas à côté de notre. Enfin, il fallait un ou deux se lèvent pour aller aller éteindre l'alarme. Du coup, un matin, c'était Neyel. Enfin, non. 99,999% du temps, c'était moi qui se levais pour éteindre l'alarme. Ouais, j'ai un sommeil profond. Ouais. Et c'est moi qui fous des baffes à Neyel pour Non, qu'il se réveille. ça, cette partie-là est fausse, mais. Ouais. Non, mais Ben oui, souvent, tout c'est ça lui pour qui- dire que finalement, ça fait un super parallèle parce que pour tous ceux qui cherchent à se discipliner et tous ceux qui savent pas comment finalement avoir une certaine conscience à travers le temps, faut que tu mettes des systèmes en place Qui qui font en sorte qu'ils T'as plus t'obligent. le choix. Ouais, T'as plus le choix. T'as plus le choix. Vraiment. Tu te réveilles le matin à 9h30, tu vas déposer tes gosses. Tu sais que ton école est à côté. T'as pas le choix d'y aller, tu vois. Je Pas le te choix d'y aller. jure Ouais. que s'il n'y avait pas ça, je serais pas au bureau tous les jours. Vraiment, s'il n'y avait pas ça, je serais pas au bureau tous les jours à 9h30. Ouais. C'est ça qui fait que j'ai une discipline de malade. Parce qu'après, dès que tu es au bureau, bah, tu sais pas à quelle heure tu rentres. Tu vois. Le plus important, c'est d'être là avec les équipes quand ça commence. Ah non, c'est. Tu vois, tu trouves des trucs où tu n'as plus le choix en fait à la fin. Ouais. C'est bon, c'est trop engagé. Et du coup, toi, là, pour les prochains mois, tu vas être beaucoup sur la France, sur ici. Tu vas aussi aller au Japon. Je pense que tu envoies une cohorte au Japon, c'est ça? Ouais, bon, je sais pas quand est-ce que va être partagée cette vidéo parce qu'on l'a pas encore annoncé. De toute façon, on va bientôt l'annoncer, mais ouais, on envoie cette année nos étudiants Ça au sera Japon, après. Ouais. Osaka, Tokyo, aussi aux Pays-Bas, Ah ouais. d'autres promotions. L'année dernière, on avait fait Espagne et Maroc, donc tous les ans, on essaye de faire des nouveaux pays. Donc ouais, là, je retourne au Japon pour organiser les choses, le voyage, des partenariats, des entreprises sur place, des startups qu'on va visiter, etc. Et tout. Donc on fait un vrai circuit. Et après, je continue de bouger, mais je passe beaucoup de temps au Moyen-Orient Ok. et en Afrique. Ouais, c'est top. Et du coup, moi, j'ai une petite question pour toi, parce que, comme disait Leït tout à l'heure, on a quelques similitudes dans le fait que toi aussi, tu travailles avec un membre de ta famille qui est très très proche. Pour toi, c'est quoi le plus gros défi dans le travail entre familles, finalement? Franchement, ça, c'est une dinguerie, hein. Travailler en famille. Hein. Je trouve que travailler en famille, je suis pas sûr que tout le monde pourrait travailler en famille, tu vois. Ouais. Parce que déjà, il faut une certaine maturité. Genre, moi, ma petite sœur, c'est la personne, pour moi, la plus importante. Je parle pas personnellement dans ma vie, désolé. Il y a ma mère, mes enfants, ils ont pris trop de place et tout, tu vois. Mais, Ouais, mais. Ouais. dans le niveau entrepreneuriat, business et tout, pour moi, c'est la personne la plus importante, tu vois. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui, on a réussi à avoir une grosse croissance. Tu vois. Mais par contre, le nombre de fois on s'est embrouillé, le nombre de fois où je dis c'est bon, tu veux plus rentrer chez toi, c'est rien, je veux plus bosser avec toi. Des fois, ça partait hyper loin, des embrouilles, tu sais, violentes. Mais à la fin, quand t'es une famille et que t'as une certaine maturité, bah tu te retrouves toujours, tu vois. Ouais. Tu sais que c'est juste passager. Tu sais, en fait, avec ta petite sœur, ou ton frère, ou ton grand frère, peu importe, et bah tu peux parler d'une manière différente. Tu vois, tes collaborateurs, tu vas faire plus attention. Il y a un cadre légal, il y a un truc. Avec ta sœur, Parce que tu dis, il y a t'es- plus de ouais. cadre légal. Tu vois, je me dis, ouais. tu te lâches. Elle, la pauvre, des fois, comment je suis dur avec elle. Tu vois, des fois, je peux être extrêmement dur dans mes mots. Et c'est des mots que j'utiliserai jamais, par exemple, face à mes collaborateurs. Tu vois, c'est pas des insultes, mais c'est vraiment très bien. Je dis, attends. Et on arrive quand même à redémarrer toujours, à se relancer, à se remotiver. Et le lendemain, tu sais, Ouais. c'est-à-dire, c'est très passé. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est beaucoup plus fort que ça, tu vois. Ouais. On est une famille, on s'aime. Depuis tout petit, on a toujours une relation hyper proche. Et on sait très bien qu'à la fin, c'est un jeu, tu vois. Ouais. C'est un jeu, on s'embrouille pour le jeu. Tu vois, c'est comme t'es sur un terrain de foot, tu t'embrouilles sur le terrain de foot. Dès que t'es dans le vestiaire, hop, on se serre la main, bon, Ouais, dommage, c'est clair. etc. C'est clair. Ouais, Donc, on ouais, pense la donc même tu chose. dirais C'est le- extrêmement fort. Moi, j'adore bosser en famille. Ouais, non, c'est clair. Donc, tu dirais le gros avantage, c'est voilà, pouvoir être très franc, être très direct. Est-ce que, enfin, j'imagine, il y a la confiance aussi de ton côté. Bien sûr, C'est- Enfin, ma petite sœur, je sais pas si je lui fais confiance. Je suis désolé, je sais pas si je te fais confiance, franchement. Non, franchement, je lui fais pas confiance sur une chose, c'est qu'elle est pas disciplinée comme moi. Ah, ouais. C'est-à-dire que je vais lui confier un truc, je dis, oh non, j'espère qu'elle va pas lâcher ce truc-là, qu'elle va continuer de le faire et tout, tu vois. Mais par contre, t'as la confiance aveugle. Tu sais que, en fait, quand tu bosses en famille,
c'est quelqu'un qui va jamais te trahir. Tu vois, il y a une loyauté qui est du coup très très forte. Elle va se battre. Tu vois, c'est-à-dire, elle fera pas les choses à moitié. Tu vois, elle va se battre comme. Je vais pas dire comme si c'est pour elle, parce qu'en fait, on l'a monté ensemble, même l'école. Tu vois, c'est pas un recrutement. C'est quand j'ai lancé l'école, c'est la première personne à m'avoir rejoint. Et donc, dès le début, on était ensemble. Tu vois. Et ça, c'est extrêmement fort. Demain, quand tu as des galères, quand tu as des difficultés, tu sais, tu as des collaborateurs, c'est facile pour eux de partir et d'aller ailleurs. Tu vois. Dire, ok, je vais redémarrer une autre expérience. Non, en fait, là, on est dans le même bateau. Tu vois. On monte ensemble, on coule ensemble. Et puis, je sais pas, moi, perso, j'ai grave kiffé. Ouais, mais c'est là où je pense qu'il y a quand même des différences entre comment toi tu gères ta relation avec ta sœur et comment nous on gère notre relation. Parce qu'avec mon frère, on s'est mis des limites. Parce qu'en fait, on a t'as tout à fait raison de dire que c'est vraiment, ça prend des âmes matures pour pouvoir faire de la business entre frères et sœurs. Ça demande des. Puis, enfin, nous, c'est sans nous lancer de fleurs, mais on a été obligés de devenir mature très très rapidement. Moi, j'ai quitté le foyer familial, j'avais 16 ans, j'étais au Canada, je devais essayer de survivre un peu par moi-même. J'avais l'aide des parents, bien sûr, et tout ça, mais tu vois, on a été vraiment lancé un peu dans la gueule du loup, dans le monde des affaires et tout ça tout seul. Mais en fait, là où avec Neyal, je pense que c'est très très différent, c'est qu'on fait extrêmement attention à comment on se parle. Parce qu'en fait, si on fait pas attention à comment on se parle, on peut se blesser et ça crée des cicatrices, tu vois. Et ces cicatrices, avec le temps, elles peuvent vraiment, ça peut faire une accumulation. Et à un moment donné, ça explose. C'est un élastique, tu fais juste le tirer. Donc nous, il y a des trucs, on s'est dit, on peut pas se dire, tu vois. Genre le fait de se dire que, écoute, si tu veux plus faire business, barre-toi. On s'est jamais dit ça avec mon frère. On se l'est déjà dit. Ah ouais. T'es un malade. Moi, je l'ai déjà dit. Mais après, vous êtes des gars, vous avez quoi, 2 ans d'écart. Ouais, c'est différent. On a 9 ans d'écart. Ouais, c'est pas trop la même génération. Tu vois. Et en plus, il y a un truc, c'est que vous deux, vous avez l'impression d'être des gars quand même hyper disciplinés. Tu vois. Vous avez, je sais pas, moi, je vous connais, on va dire, de plus en plus aujourd'hui, mais je vous connais pas depuis 10 ans. Vous êtes des gars hyper disciplinés. Ma petite sœur, on s'embrouille. Moi, je fais plein d'erreurs. Elle a fait plein d'erreurs et je dis pourquoi, tu vois, pourquoi on est là, on peut pas continuer comme ça, tu vois, il y a un truc à faire, faut pas qu'on lâche. Et nos embrouilles, c'est que des embrouilles sur la discipline. C'est des embrouilles sur des trucs où même moi je suis pas bon. Des fois je lui reproche des trucs que même moi j'arrive pas à bien gérer. Mais je te fais confiance sur ça, faut bien le gérer, faut aller au bout, tu vois. Et c'est pas méchant, c'est surtout des choses qui nous font progresser. Et quand je lui dis écoute, demain tu veux plus bosser, arrête, je suis sincère. Sur le coup, c'est pas une menace, c'est pas quelque chose qui est négatif, tu vois. C'est-à-dire, on arrive à un stade où on s'entend plus. Écoute, franchement, décharge-toi, tu vois. Si t'aimes plus, si t'es pas à l'aise, si tu n'y arrives plus, c'est pas un souci, tu vois. Ça sert à rien de continuer dans un truc où tu prends pas de plaisir. En fait, quand je le dis, c'est dans ce sens-là. Donc ça peut paraître violent sur le coup, mais moi, si je vois quelqu'un qui est malheureux en tant que collaborateur, je dis écoute, si t'es pas heureux chez moi, c'est mieux que tu partes ailleurs. Et quand c'est ta petite sœur, c'est encore plus. Et si t'es pas heureuse aujourd'hui, vaut mieux que tu ailles peut-être découvrir d'autres choses. En fait, j'ai pas envie de la cloisonner sur mes projets aussi, tu vois. Lui dire voilà, je te force, je te conditionne. Si on bosse ensemble, c'est parce que tu prends du plaisir, tu kiffes. Si à un moment donné tu kiffes pas, même si t'es la personne la plus importante pour moi aujourd'hui, je vais pas te forcer. Tu vois, je veux pas qu'elle se mette une charge négative. Dire voilà, faut à tout prix que je sois là pour mon frère. Non, t'as une vie toi aussi. Moi, si tu le fais, c'est parce que tu kiffes le faire. Pas parce que tu te sens forcé, parce que ton frère a besoin de toi. C'est là où c'est différent aussi. C'est là où c'est différent. Parce que nous, comme on est 2 mecs, tu vois, il a pas envie de faire un truc. Je lui dis c'est exactement ça qu'il faut que c'est exactement pour ça qu'il faut que tu le fasses. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il le fait pas, c'est là où ça monte dans les insultes et voilà, je les mets devant le fait accompli. Enfin, tu vois, c'est comme mon frère, il me dit je veux absolument avoir des abdos par exemple pour juin quand on va retourner en Indonésie. Si je vois qu'il met pas en place les trucs pour avoir des abdos, je vais l'allumer. Et qu'il soit heureux ou qu'il soit pas heureux, tu m'as dit un truc, c'est ta parole, je vais t'allumer si tu fais pas les trucs. Et c'est ce qui fait finalement le succès de 2 entrepreneurs qui se font extrêmement confiance, qui travaillent ensemble, c'est le fait qu'ils se tiennent responsables pour ce qu'ils disent. Quand Late va me parler de projets qu'il veut, etc., en fait, ça va dans les 2 sens. Et c'est ce qui fait qu'on se tire constamment vers le haut, parce que y en a toujours un pour rattraper l'autre. Il y a moins cet aspect un peu, fais ce que tu veux, kiffe ta vie, émotion. Nous, c'est extrêmement rigide. Extrêmement rigide, on est militaire. On est militaire, et puis soit c'est comme ça, soit c'est pas comme ça. Et puis si c'est pas comme ça, ça va fouetter, tu vois. Genre, c'est là où ça peut monter. Mais à chaque fois, comme on a un peu les mêmes objectifs, on a un peu la même vision de voir la vie et tout ça, on a toujours trouvé à
cet alignement à travers le temps. Après, ça va être différent quand sans doute on aura des enfants, Enfin, c'est juste qu'aujourd'hui, on n'a rien à perdre, tu vois. C'est quoi vos embrouilles? Honnêtement, il n'y a pas. T'as assisté à une embrouille ce matin. T'as assisté à une embrouille. Je veux dire, me dis pas qu'il n'y a pas d'embrouille, j'en ai assisté à une. Mais en fait, non, parce y en que pour a. moi, c'est même pas ça que je qualifie des embrouilles. Genre, en fait, le truc, c'est que on est très rapide. Ouais, exact. Ouais, On mais est c'est très toujours rapide comme pour ça, monter. Genre, étant donné que moi et Elliot, on est des gens très intenses, on va se parler rapidement, monter dans les tours, etc. Mais au final. Ouais, voilà, ça changerait à ma vie. Genre, c'est des petits trucs vraiment pas importants où je sais pas, parfois juste ça me fait plaisir. C'est souvent à cause d'éléments externes. Parce que j'ai mal dormi. Parce qu'en ce moment, j'ai dit que j'allais faire un truc mais que je le faisais pas, du coup je suis de mauvaise humeur. C'est jamais vraiment un vrai problème fondamental. C'est tout le temps au fond de nous. Il y a un truc qui, tu vois, on n'est pas sur notre X, et comme on n'est pas sur notre X, bah là on s'embrouille et on est un peu plus enfin on est un peu plus nerveux, mais sinon c'est jamais des vraies embrouilles. Puis au final, je pense que vous avez eu dans le business. Pardon? La pire embrouille que vous avez eu dans le business. La pire embrouille qu'on a eu dans le business. Honnêtement, je pense même pas. Je pense pas. Il n'y a pas eu d'embrouille. Il n'y a pas eu d'embrouille majeure. Je pense qu'il y a eu des points de désaccord où Nate a une qualité qui en fait, il est extrêmement têtu et vraiment, une fois qu'il veut quelque chose, il va tout faire pour l'obtenir. Et en fait, ça nous permet de faire des erreurs plus rapidement. Donc en fait, évidemment, il n'y a pas tout ce qu'il va dire qui va réussir. Et moi, je suis quelqu'un qui a tendance à prendre plus de recul, d'analyser, et qui ensuite de ça va dire, ok, bah tu sais quoi, on va plutôt aller dans cette direction. Mais lui, il va foncer. Et le fait de foncer, bah, c'est le fait qu'on a la bonne réponse plus rapidement. Parce que bah, moi, ou parfois, bah, voilà, j'analyse, etc. Le mec, il essaie, on se trompe, on réajuste, etc. Et en fait, le fait que lui est très intense et que moi, je regarde, bah, souvent, on arrive un petit peu au milieu. Et c'est là où on se complète bien. Le problème moi, avec ma petite sœur, c'est qu'on est nous deux comme ça. Il n'y en a pas un qui freine, tu sais. Erreur rapide. En fait, on préfère faire belles erreurs et trouver la solution rapidement que de mettre 9 mois à faire une erreur et remettre 9 mois peut-être à refaire une autre erreur pour remettre 9 mois à avoir la solution. Donc nous on est deux comme ça. Et moi je pense avoir un gars comme ça aussi. Ouais, et puis en fait, là aussi on est extrêmement complémentaires, mais moi je pense que tu peux passer ta vie à analyser si tu prends pas action, il y a rien qui va se créer. Donc moi je suis juste dans l'action constamment, tu vois. C'est juste on sprint. Des fois on met les freins, Neyel il met les freins et c'est là où ça peut chauffer quand Neyel il veut mettre les freins. C'est juste pour prendre du recul, pour mieux repartir, mais moi voilà, les deux on prend action tout le temps, etc. C'est plus parfois il y a des actions qui selon moi sont absolument pas à prendre et que ça fait aucun sens, mais bon après voilà on se trompe. Mais les vraies embrouilles elles sont pas nécessairement dans le business, elles sont au foot, elles sont dans les trucs comme ça, tu vois, les trucs en dehors de la. Tu devrais pas parler de foot. Tu devrais pas parler de foot. Il y a des traumatismes. Parce que si je raconte Youssef fait le joueur pro là. Le seul et dernier match qu'on a eu ensemble. Là c'était catastrophique là, mais tu nous racontes un peu. En fait voilà, on était à Riyad, petit match de foot comme ça, on croise un terrain, on était à Boulevard World et puis on voit un petit terrain, on fait un 3 contre 3 et puis voilà, il y a Youssef qui fait une tuerie à mon frère. moi j'étais dans l'équipe de Youssef, donc il a pas pu me massacrer, mais c'était petit pont, sombrero. J'aurais pas voulu être à sa place. Youssef il fait Neymar là, en pieds nus à Riyad à 22h. Moi je suis en mode j'ai envie de découper tranquille. Découper tranquille, ça va pas. C'est vrai que ça va. Non mais j'étais dans deux émotions là. Autant tu mettais des petits ponts, autant je me disais on joue tranquille. Pépère. Autant j'avais envie de. Mais là, il faut mettre les crampons. Faut retourner sur un. Enfin, ils vont voir. Heureusement que j'ai pas mis des crampons. On va sortir des crampons. On va sortir des capsules dans pas longtemps. Tu vas voir, on va être tous les trois sur le terrain de foot. On va voir un peu comment. Moi, c'est ma drogue le foot. Ouais, mais nous aussi. Je me suis vraiment dosé dans ma vie. Ouais, nous aussi, c'est ça. On décompresse comme ça. Quand on joue là, c'est le lundi soir. C'est notre moment vraiment pour tout relâcher. Et il faut que tout le monde ait un peu ce juste milieu aussi. Parce que on est tellement sur un sprint constant. On est comme toi. Nous, moi, je peux pas fonctionner la nuit comme toi, par contre. Je suis au bureau à 7h30 le matin et je pars vers 10h, 11h le soir. Mais bosser à 3-4h du matin, ça, Neyel, il peut le faire parce qu'il a cet esprit analytique. Moi, j'ai besoin d'être là quand tout le monde est réveillé. J'ai des meetings avec des clients. Enfin, tu vois, j'ai besoin d'être dans l'horaire un peu de la masse. Okay. Mais en fait, on arrive à maintenir ce rythme parce que à côté, on peut décrocher. Parce qu'à côté, il y a le foot, parce qu'à côté, on court des marathons, parce qu'à côté, on fait des trucs qui nous plaisent et tout ça. Mais si on serait toujours... Mais en plus, on s'en est parlé très récemment. Moi, je vous ai dit, le mois de janvier, c'est le mois de ma vie où j'ai le moins dormi. Ouais. J'ai le moins dormi. Et puis, je pense que c'est même pas parce que... Voilà, de base, je suis quelqu'un qui a besoin de ses heures de sommeil, mais quand tu as des projets qui te
qui te donne tellement envie de travailler fort, etc. Moi, là, avec 4 heures de sommeil, je suis énergique pour toute la journée parce que on fait des choses qui nous passionnent. J'ai tellement envie de réussir ce qu'on est en train de bâtir, etc. Et je pense que c'est ça que les gens qui nous écoutent ont besoin, c'est de trouver un projet à eux, un truc qui leur donne tellement envie de réussir. Tu pourrais dormir 3 heures par nuit que... Ton corps, il s'adapte. Hein. Ouais, ton corps, il s'adapte. Ouais. Dans le temps, tu le sens quand même. Le trentenaire. Ton corps, il est en capacité de s'adapter dans cette période-là. Ouais. Tu vois, et très rapidement, plus vite qu'on le pense. Hein. Tu vois, c'est une question d'habitude. Ouais. Tu habitues ton corps à ça. Après, il faut se dire que nous, l'entrepreneuriat, on connaît un peu maintenant, c'est aussi des périodes. Tu vois, c'est-à-dire que tu as des temps très forts où là, tu as une intensité extrême et tu as des temps où c'est un peu plus relax. Et dans les temps où c'est un peu plus relax, bah, je sais aussi relâcher un peu. Ouais, tu vois, exactement. je vais travailler toute l'année. Tu vois, y a pas... C'est très rare une journée où je déconnecte. Je pense qu'en 2025, j'ai déconnecté. Bah non, 0 jour. J'ai essayé. J'ai pas trouvé un jour où genre j'ai pas ouvert ma boîte mail, par exemple. Ouais. Mais j'ai eu des moments où j'étais plus cool, tu vois. Je suis parti l'été avec mes enfants au Maroc pendant 2 semaines. Bah c'était pépère. Ah, toi, tu déconnectes au Maroc, hein. Toi, à chaque fois que tu me parles du Maroc, c'est là où tu déconnectes, c'est là où tu... Sûr, je suis né là-bas, j'adore, tu vois. J'adore. Ouais. Mais non, mais puis nous, c'est un peu pareil. Mais en fait, comment on veut structurer, je pense, les prochaines années, c'est de se dire que quand on est à Dubaï, en fait, c'est là où tu peux que bosser. C'est optimisé pour bosser. Donc, quand on est à Dubaï, on se fait 6 mois à Dubaï, on bosse comme des malades. On dort très peu et on fait que travailler. Et quand on est en Indonésie, là où on va passer le reste de notre année, ou en France, pour juste voir la famille, là, on va peut-être être un peu plus... En fait, moi, je pense que c'est là où tu es le plus productif et c'est simplement en fait, de découper son horaire de façon adéquate. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu associes, par exemple... faut que tu associes ta chambre au fait de dormir, ton bureau au fait de travailler. Et c'est pareil pour l'endroit où tu es. Pour moi, Dubaï, je l'associe au travail. L'Indonésie, je l'associe plus à plus de temps relax, plus encore du travail, mais vraiment un bon entre-deux. Et c'est ce qui fait que parfois, je pense que les gens n'atteignent pas ou ne sont pas autant productifs qu'ils veulent, parce qu'il faut associer des endroits à des tâches précises. Bien sûr. Mais tu vas venir en Indonésie, mec, tu vas adorer. Là, on démarre des projets et tout là-bas, ça va être dingue. Puis en fait, on dit qu'on va en Indonésie se reposer, mais là, on démarre des projets immobiliers là-bas et tout ça, on va pas se reposer. On va pas se reposer du tout, parce que finalement... En fait, tu prends du plaisir. Exactement. En fait, juste ça te déconnecte de ton quotidien. Ouais, exact. Tu fais plus la même chose, en fait. Et ça, t'as déjà l'impression de déconnecter, parce que tu fais un truc qui est différent. Tu déconnectes d'un truc pour faire autre chose. Et surtout, ce qui est dur, je vais parler pour moi perso, c'est que au Canada, le week-end, je pouvais partir courir dans la forêt, je pouvais aller à la pêche, je pouvais faire des trucs vraiment connectés avec la nature et tout ça. Dubaï, j'adore ça. Et puis ils pourront mettre en 2040 des arbres partout. Mais ce sera jamais autant nature authentique que l'Indonésie ou que le Canada ou des endroits comme ça. Donc dans le désert, tu vois, dans le désert. Ouais, mais même dans le désert. Des scorpions, je sais pas. Ouais, même dans le désert, tu vois, tu peux pas courir, vraiment sentir tes poumons vivre et tout ça. C'est pas le même environnement. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que là-bas, on va essayer d'en profiter un max, faire le plein d'énergie, connecter avec la Terre et tout ça. Enfin, on n'est pas des bimbos, mais pour moi, c'est vraiment important de connecter avec la planète, de décrocher aussi, parce que là, on vit dans un monde parallèle un peu à Dubaï. On est que sur les écrans. Tout le temps. Et en fait, à un moment, ça te monte la tête. Ça te monte à la tête parce que t'es complètement dans un autre monde et c'est là que tu te perds. Et c'est important aussi, en tant qu'entrepreneur, de pas se perdre en tant que personne. Parce qu'à un moment, si t'es que dans les écrans, t'oublies un peu pourquoi tu le fais, t'oublies un peu c'est quoi qui te motive et tout ça. Donc, c'est pour ça que déconnecter, il faut que tout le monde ait un moment pour déconnecter et tout. Ouais, je suis d'accord. Moi, Dubaï, c'est la 3e ou 4e fois que je viens. Ouais. Mais c'est pas un pays qui m'a attiré pour vivre. Tu vois, vraiment pour vivre. Et quand je dis vivre, tu vois, vu que je suis un gars qui fait ce qu'il aime, tu vois, bah Dubaï, peut-être que je vais pas kiffer. Moi, j'aime bien les endroits très authentiques. Par exemple, moi, je suis en Arabie Saoudite depuis quelques mois, et j'y vais très souvent, et bah, je trouve qu'il y a beaucoup d'authenticité, tu vois. Il y a une vraie population locale, il y a une culture profonde, une vraie culture. Dubaï, je connais pas la culture et tout, mais ici, je vois que des étrangers partout. Et j'aime bien ce truc-là, très nature. Alors que je sais que Dubaï, je serai au summum de ma productivité, tu vois, avec toutes les rencontres et tout. Mais je vais pas retrouver mon plaisir de tu sais, par exemple, je suis à Riyad, dans un petit quartier, j'ai tout à pied à côté, j'aime bien sortir, discuter avec des locaux, des gens un peu différents. Je rentre, en fait, je suis en hyper productivité, mais je suis dans un endroit où je me sens bien, tu vois. Ça, je kiffe aussi le Maroc. Parce que c'est très authentique aussi le Maroc. Et donc, Dubaï, je retrouve pas ça. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, tiens, je vais aller vivre à Dubaï. Aujourd'hui, j'arrive pas à retrouver ce truc qui me dit, j'ai envie de passer du temps
ici. Mais t'étais à un stade de ta business où t'avais pas besoin non plus d'être à Dubaï. Si je peux un peu jouer l'avocat du diable, moi et Neyel, on repart de zéro, tu vois. Enfin là, plus maintenant, parce que ça fait 6 mois qu'on est là, on a fait un décollage de malade et tout, mais on avait besoin d'être à Dubaï parce que on sait que c'est à Dubaï qu'on allait pouvoir décoller et s'envoler extrêmement rapidement. En fait, rapidement. surtout au final, t'as besoin un petit peu de cette culture de performance, de cette ville, en fait, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment un truc où ça te donne... Ça te tire vers le haut. Ça te tire vers le haut, vraiment. Donc, je pense que quand on est en Indonésie, c'est un mindset qui est complètement différent. Et à Riyad aussi, très... le mindset, il serait un peu plus près de ce qu'on peut voir en Indonésie, malgré que ça se développe et qu'il y a plein de trucs, qu'on peut faire du réseautage et tout ça. C'est pas autant finalement présent qu'ici à Dubaï. Bien sûr. Ouais. Mais en tout cas, sur les 10-15 prochaines années. attention, Riyad, ouais. ils vont arriver fort, ça on sait très bien. Et pour ça, on sera là-bas, moi, pourquoi pas un jour m'y installer et tout ça, mais c'est un peu différent que Dubaï, disons. Ouais. Et du coup, là, pour qu'on fasse un petit wrap-up de tout ce qu'on a pu discuter, tout ça, et revenir surtout sur l'expatriation, la finance et comment venir s'installer ici. Aujourd'hui, toi, c'est quoi qui t'a poussé à faire le grand saut de la France et comment tu vois ça avec ta famille et tout ça, venir t'installer ici? Je pense que pour les gens qui nous écoutent, ça peut être intéressant de comprendre aussi c'est quoi ton parcours à toi d'expatrié finalement. C'est une question en fait qui est difficile et je suis le type de personne qu'il faut jamais prendre en exemple. Tu vois, la première chose que je dis aux gens, c'est me prenez pas en exemple. Tu sais, moi je suis arrivé, je me dis bon bah c'est le moment. J'ai toujours rêvé d'avoir un parcours, une expérience à l'international. Donc moi très tôt, en sortie d'études, j'avais déjà des boîtes qui me proposaient de bosser pour elles, mais à l'étranger. Tu vois, je bossais chez Oracle au démarrage en alternance, bah, ils me proposaient d'aller bosser dans un hub en Espagne, en Irlande, dans d'autres pays, etc. Donc en fait, j'ai toujours kiffé aller à l'international et je suis resté en France parce que je me suis marié. En sortie d'études et que ma femme est étudiante et je me suis dit voilà, on va faire un pacte, on va attendre que tu finisses tes études pour avoir cette expérience internationale, tu vois. Donc en fait déjà, premièrement, je suis resté au démarrage, on va dire, par une contrainte. Sinon, à 26 ans, j'étais déjà plus en France, tu vois. Deuxièmement, je me dis tiens, je vais shortlister plusieurs pays, plusieurs endroits, me dire où est-ce que j'ai envie de vivre. Donc il y avait l'Arabie Saoudite, il y avait les Émirats, il y avait les États-Unis, il y avait le Maroc. Je dis bon bah je vais faire des immersions dans ces différents pays parce que quand tu bouges et que t'as une famille derrière, tu vois, tu vas juste partir comme ça, etc. Et tout, tu vois, faut quand même étudier un peu la chose. Tu sais, tu pars pas que pour toi et pour ton business, tu vois. Tu pars aussi pour que tes enfants ils aient des bonnes écoles, qu'ils soient dans un environnement sécurisant. En fait, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Alors que le gars qui part tout seul, tu vois, et qui a pas rien à perdre. Il y a rien à perdre, il y va. Ok, moi il y a quand même on va dire un espèce d'état d'esprit où il faut que j'observe les choses. Donc je me suis dit, écoute, je me suis mis d'accord avec ma femme, je dis voilà, moi je vais aller explorer plusieurs pays, tu vois. Je te partage des choses, parce qu'elle est toujours bloquée en France, elle finit ses études cette année. Donc je te partage un peu les différents pays, ce que je trouvais intéressant, pas intéressant, et on décide ensemble. Tu vois, en fait, ça s'est fait de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de responsabilités que quelqu'un qui est seul, en fait. Et donc c'est comme ça qu'on a entrepris les choses. L'expérience internationale, j'ai toujours voulu l'avoir. Tu vois, j'aurais pas pu rester en France plus longtemps que ça. Pas parce que j'aime pas la France, mais parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de me challenger, j'ai envie d'être dans un environnement différent. J'ai envie de... Tu vois, par exemple, quand je vais à Riyad ou quand je vais à Dubaï, ce que je kiffe, c'est que j'ai l'impression que je suis une merde. Tu vois ? Mais moi, je vois ce que tu veux dire, mais... C'est une caricature, non, mais t'as capté ? En France, t'es là, j'ai quand même fait des petites choses, c'est pas énorme. Enfin, je trouve que j'ai commencé à entreprendre de belles choses, je commence à être connu, là j'arrive. Voilà, il y a tout à refaire, non, il y a rien, là j'ai rien fait encore. Et je kiffe ce sentiment, je le kiffe. Moi aussi, j'adore. Tu vois, il y en a, ils peuvent se dire, ah non, putain, je me sens pas. Oh, je kiffe ce sentiment où j'ai l'impression que, vas-y, il faut que je recommence le game, tu vois. Dire, c'est bon, en France, j'ai fait niveau 1, 2, 3, j'ai peut-être pas atteint le niveau 100, mais j'ai atteint plusieurs niveaux. Bah ici, c'est parti. Ça redémarre. Et ça me fait kiffer. Et c'est exactement pour ça qu'on est parti. On était dans une phase où on savait avec Neyel, le business model qu'on a, on allait rentrer dans une prison dorée. On n'allait plus avoir à charbonner autant, à vraiment continuer à faire de la prospection, monter des équipes et tout ça. Finalement, on sait que si on avait juste continué comme ça, on aurait continué à faire nos sous et puis on aurait eu une vie un peu traditionnelle. Et rien à enlever aux gens qui veulent des vies traditionnelles. C'est juste qu'avec Neyel, on s'est regardé dans le blanc des yeux. On s'est dit, mais mec, c'est vraiment ça là Le toit du monde, il est pas à Montréal, tu vois. Le toit du monde, il est à Dubaï aujourd'hui. Le nouveau rêve américain, il est ici. Et puis voilà, c'est ce qui nous a fait en sorte qu'on est parti aussi. Mais c'est sûr que nous, comment on part, c'est
complètement différent de comment toi tu nous, parles. ça a été très spontané. Ouais. Nous, ça a été pas du tout, pas besoin de réfléchir école, enfant, femme, blablabla. C'était, Ouais. on part et puis. On était une après-midi, moi et mon frère, on était sur le balcon. Et puis voilà, c'était les élections canadiennes et tout ça. Enfin, le pays, il partait pas nécessairement dans les choses. Non, on parle pas de politique de toute façon. Mais tout ça pour dire. Première leçon bien intégrée. C'est bien. T'as tout dit, tu sais. Mais tout ça pour dire qu'on était en train de trouver un petit peu d'autres sphères et qu'on se reconnaissait plus nécessairement ici. Et c'est là où on a fait, viens, on part 2 semaines, on voit Dubaï, ça ressemble à quoi. Du coup, on vient ici, avec des étoiles dans les yeux. T'arrives aussi, en 23, 21, quand on est venu ici pour la première fois, c'était, tu vois les tours comme ça, wow, et tout. Enfin, tu sais que c'est une dinguerie, Dubaï, c'est une dinguerie. Et du coup, on se dit, on revient, et on vend tout, on prend les valises, on vide la maison et tout ça. Et puis là, après ça, on est parti en Indonésie, justement. C'est là où on a fait 1 mois et demi en Indonésie, en sac à dos. Donc nous, notre vie se résumait juste à avoir un sac à dos, un laptop. Et puis c'est notre rêve, mec. Moi, pour être franc, même quand je vais avoir mes gamins, là j'ai ma copine et tout ça, le but c'est d'avoir le moins de choses possible pour être capable de partir n'importe où. D'être léger. Léger. Ce que tu veux, c'est une liberté totale. C'est vraiment d'avoir... juste pas de voiture forcément, pas de gros trucs, etc. qui t'attendent, de juste pouvoir... Après, c'est sûr que quand t'as des gosses, ta vie elle change, ta vie elle est impactée différemment. Parce qu'en fait, chaque décision que tu prends a l'impact. L'impact, il y a plein de gens autour plus de toi. Plus de monde que toi-même, tu vois. Mais moi, ce que je fais en fait, c'est que dans ma phase d'exploration, c'est une phase où je développe aussi mes écoles. Parce que c'est une phase où j'ai commencé à internationaliser mon groupe d'écoles avec des partenariats, des développements en Afrique, en Asie et tout. Et donc, c'était même, avant de partir dans ces pays, c'était la raison principale pour moi, c'est de me dire comment je peux créer des programmes d'échange, des parcours pour mes étudiants, etc. et tout. Et en fait, j'ai commencé à kiffer, tu vois. Déjà, c'est kiffant. Tu vois, tu développes, tu ouvres des nouvelles perspectives, tu ouvres les horizons pour tes étudiants, pour tes projets. Et en même temps, tu es en train de découvrir une nouvelle culture. Tu sais, je me suis même posé la question du Japon. Et quand j'étais au Japon, j'étais à Tokyo, je dis, mais en fait, c'est trop bien. Peut-être que je vais dire à ma femme, on va venir vivre au Japon. En fait, le problème des profils comme moi, tu sais, demain, on va manger ensemble. T'as vu, la dernière fois, en tout cas, t'as pris une pizza au poulet, j'ai mis moi la même. En fait, je suis tellement pas compliqué, que je peux être dans n'importe quel bled et kiffer ma vie, en fait. Tu vois. Donc, je suis arrivé au Japon, je dis, mais en fait, je crois que je vais venir vivre au Japon. Ce sera plus les Kutaris, ce sera les Kutang Ring. Tu vas devenir un vrai asiatique. Mais fais attention à cette blague. Je me désengage. Non, mais. Voilà. Donc, en fait, la raison, c'est que j'internationalisais déjà mes écoles. Et c'est le bon moment pour accélérer cette internationalisation. C'est de moi-même partir à l'étranger. Et on voit que tu entreprends aussi sur d'autres projets comme avec nous. Bien sûr. Voilà, où là, on fait un bête de partenariat et puis on va impacter des gens parce que c'est encore dans ta sphère de l'éducation et tout ça. Donc, non, moi, j'ai trop hâte. Enfin, tout le monde va nous suivre. Tout le monde va voir un peu l'aventure, vont vivre un peu cette aventure aussi à travers nous. Le but, ce sera d'essayer de mettre du contenu et tout ça aussi pour que tout le monde puisse nous suivre. Mais ça va être dingue. Et puis, je pense qu'on va vraiment créer quelque chose d'incroyable ensemble. Moi, je kiffe. Franchement, je kiffe. On passe un bon moment. On est très complémentaires. On s'écoute. Tu vois, on peut ne pas être d'accord, ce qui est normal, mais je trouve qu'on s'écoute bien. Jusqu'ici, dans tous les jeux, je vous éclate. C'est bon. Moi, j'ai plus d'expérience. Tu sais que moi, j'ai toujours dit à mes parents, il y a un truc qu'ils auraient dû faire, ça aurait changé leur vie, mes parents. J'aurais dit, vous auriez dû avoir plus d'enfants. Parce que si moi et Neyel, on avait deux. On est deux. Si moi et Neyel, on avait eu d'autres frères, mec, laisse tomber. Laisse tomber. En business. Non, mais laisse tomber. En fait, je te jure que si on a d'autres, il y en a forcément qui va déraper. C'est clair. Et c'est rare, la famille de casse. Mais tout ça pour dire que là, on a trouvé un nouveau frère. Tu vois ce que je veux dire? Là, on a trouvé c'est pour ça que je dis ça. Parce que là, on a trouvé un nouveau frère et puis c'est ce qu'on a trouvé aussi avec. C'est rapide, fait 2 mois qu'on le connaît. C'est ouf. Non, mais c'est la même chose pour Joris, pour Nico, les gars qui nous suivent finalement depuis le début. C'est ça. Il adopte très facilement des gens dans sa famille. Il est très facile sur l'adoption. Moi, je me fais adopter. Je prends. Parce qu'en fait, moi, j'ai 2 petites sœurs. J'ai pas de frère. Et donc, je sais que j'aurais kiffé avoir des frères parce que. Surtout nous deux, quoi. Surtout. C'est pas n'importe quel frère, quand même. Les frères Abdelkafi, mec. C'est vrai. Elle n'a pas l'air convaincu. Non, en fait, je me dis, attends. Parce que. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 21. 24, moi. 24. Parce que moi, à 21, j'étais un sacré bolos, les gars.
Vous êtes là, vous êtes des machines de guerre, vous tuez. Ah, j'ai redoublé 3 fois. Hein. Mon bac, je sais plus, j'ai dû l'avoir à 20 ans, je crois. Ah ouais. À quel âge on a le bac? Moi, je viens du système québécois. Moi, 3 ans après, vu que j'ai redoublé 3 fois, tu vois. Ah ouais. Donc en fait, je me dis. Mais parfois, ça se ressent. Ça aurait été les petits frères qui m'auraient tiré vers le haut, à cet âge-là, tu vois. Ouais. Non, donc, ouais, mais parfois, ça se ressent que t'as redoublé 2-3 fois. Bon. Je voulais pas parler de ça. Mais il me doit 300 €. Il a parié au billard avec moi. Il a parié au billard avec moi après avoir perdu 4 parties de suite. Il s'est dit, là je viens de perdre 4 fois contre Youssef, je crois que c'est le moment de parier avec lui. Autant Néal, c'est un analyste. Il fait les trucs, mais vraiment une analyse des stocks, il analyse les métaux précieux, la crypto et tout. Il prend les bonnes décisions. Mais quand c'est le temps de faire les stats, où il perd 3 fois d'affilée contre Youssef, et là il met 300 € pour la 4e partie. Et là, mais mec, n'importe quoi. Par contre, là on va au mall. Hein. Moi j'ai pas oublié, là on va au mall. Ouais, y a pas de problème. On a parié une paire de choses à 300 €. On mettra la photo de la paire de choses qu'on a acheté. On va mettre la photo. On met la photo. On la met en intro. Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là cette chaussure? C'est bizarre. En fait, parce que. Elle a trop le seum encore. Je sais pas si vous voyez la caméra, mes chaussures commençaient à être un peu usées. Donc je me suis dit, viens, on parie une nouvelle paire de choses. Et 300 balles, ça va, 300 balles, t'achètes un truc bien, non? Ouais, t'achètes un truc bien avec 300 €. Enfin, à Dubaï, ouais. Je peux acheter un bel truc. On va se faire plaisir. Ah ouais, bah tu vas te faire plaisir. Il dit, Non, tu devrais. Ah non, mais moi je suis content de t'offrir. Je suis très content de t'offrir un cadeau. Ouais, y a pas de... J'étais obligé de renvoyer le truc après. Ah ouais, là, c'est l'ego qui parle. Il n'y a pas de souci. Mais après, pour ma défense, il y avait quand même c'était des matchs qui étaient très 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 serrés avant. Late n'a pas été témoin d'une seule partie, donc il ne sait absolument pas de quoi il parle. De toute façon, tout le monde va pouvoir connaître notre niveau au pool, là. Parce qu'on sort un truc tous les mercredis soirs qui s'appelle le Poolcast. Et on va tout simplement discuter, on va faire des études de cas, des finances, en jouant au pool. Tu pourrais être notre invité, comme ça les gens ils voient que la prochaine fois, je n'abandonne jamais et que je finirai par récupérer mes 300 € de chaussures. Ouais, ça va être un peu de... Tout à l'heure, moi, franchement, je suis prêt à parier. Là, j'ai besoin, là, je vais me réentraîner un peu, là. Laisse-moi un petit peu de temps, je me réentraîne. Donc après cet épisode, allez voir l'épisode de Poolcast, du coup, avec Youssef. Et vous allez voir finalement si les babines suivent les bottines, comme on dit au Québec avec Néal. Pas mal. Attends, les babines suivent les bottines. Ouais. Quand tu parles. Ça existe en français, ça? Cette station ou non? Mais c'est en français, les babines. Les babines. Puis les bottines. C'est parce qu'il faut. Ça existe en français. C'est en français. Parce qu'on fait un effort en ce moment, mais. C'est le podcast qui ressemble plus à rien. Tout était sérieux pendant 1h30 là. On est là, on est là. Ah non, vraiment. Mais le bac de français, tu l'as redoublé 2 ou 3 fois? En fait, moi je t'explique. Je suis né au Maroc. Je suis venu à 5 ans, je savais pas parler français. Donc j'ai redoublé une première année parce qu'il fallait que je m'adapte au français, tu vois. Deuxième année de bac, j'ai fait 3 lycées différents. Tu vois. Je me suis fait virer de 2 lycées. Donc j'ai dû passer dans un 3e. C'est marrant quand même pour quelqu'un qui démarre des écoles maintenant. En fait, parce que moi, le système éducatif, je le trouvais pas adapté. Je trouvais qu'il était trop archaïque, qu'il représentait pas du tout le marché du travail et qui était pas motivant pour les jeunes. Et en fait, j'ai voulu créer quelque chose, un système qui soit beaucoup plus motivant, engageant, qui donne envie et qui apprenne des choses concrètes. Parce qu'en fait, ce que j'apprenais à l'école, je le retrouvais pas sur le marché du travail. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai entrepris dans mon éducation. Parce qu'en fait, dans l'éducation, je trouvais qu'on était beaucoup dans ce cas, tu vois. Mais t'as vraiment raison, parce que moi, je l'ai vécu. Quand je suis parti du Québec, enfin mes parents ils sont partis du Québec, ça faisait 15 ans qu'on habitait au Québec, ils m'ont dit, Néal avait 13 ans, moi j'avais 15 ans, ils ont dit on prend l'avion, on retourne habiter en France. Du coup, inconfort total, j'ai tous mes potes, 15 ans, faut que je me refasse des potes. On arrive là-bas, je me souviens, Néal il avait passé l'été à geeker à Fortnite, il était pas sorti, il avait pas de potes, il faisait rien. Enfin c'était compliqué, la grosse dualité avec les parents et tout ça, parce qu'on leur en voulait et tout. Mais finalement, moi j'ai fait 6 mois dans le système français, et ça s'est tellement mal passé. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que le système français, pour moi, était rigide. Il était trop... Très rigide. Il était très rigide. En c'est fait, beaucoup de par cœur, en fait. C'est ça le truc. Et au Québec, en fait, les gens, ils t'aident. Et les classes, c'est pas des classes de 30 où t'es complètement laissé à toi-même. Et si tu réussis pas... c'est peut-être comme ça aujourd'hui, par contre. Ouais, c'est peut-être comme ça aujourd'hui. Il y a une pénurie. En fait, la grosse différence, c'est que au Québec, on va... comment dire, c'est moins de par cœur. C'est vraiment, on va féliciter ton raisonnement. On va, en fait... féliciter ton raisonnement, tandis qu'en France, il faut absolument la bonne réponse, la méthode, la façon de faire, et c'est vraiment beaucoup plus de par cœur. Moi, je me souviens, mes cours d'histoire en France, c'est des cahiers entiers de par cœur. Si t'as pas la bonne réponse comme ça, même en maths, etc., ils vont pas forcément féliciter le raisonnement. C'est vraiment, il faut cette méthode comme ça. Et c'est ça qui est vraiment très différent avec, je pense, la mentalité plus nord-américaine, qui est un peu débrouillardise. Ils félicitent vraiment ton cheminement de pensée, etc.
Et c'est vrai que voilà, pour quelqu'un comme nous. Ah, t'as 16 ans. Et t'as peur de te tromper aussi, tu vois. Ouais, C'est-à-dire quand t'as un système qui est basé sur ça, et bah t'as peur de faire des erreurs, tu vois. Donc tu fais 1000 fois plus attention avant de noter quelque chose. Alors que tu pourrais raisonner rapidement, donner une réponse rapidement, apprendre de cette réponse et recommencer d'une autre manière. Et vu qu'on récompense à la fin à la notation, bah t'es là, tu restes bloqué sur une note parce que c'est elle qui va déterminer finalement si t'es un gars bon ou si t'es pas un gars bon. C'est fou, et puis c'est fou parce que au final, des caractères comme toi et moi, ils sont pas du tout faits pour des systèmes comme ça. Parce que nous, on se lance, on fait plein de trucs et on fait plein d'erreurs et on apprend avec nos erreurs. Bien sûr. Mais pour eux, c'est vraiment juste, c'est comme ça ou sinon ça passe pas. Et là, tu redoubles 2, 3, 4 fois. Bien sûr. 3 fois max pour toi. Mais en fait moi, quand je redoublais, pour mettre un peu de contexte, c'est parce que j'avais pas de motivation. Vous voyez, quand je vous disais, moi, je fais ce que j'aime, j'ai pas de discipline. C'est-à-dire que si je me sentais mal, bah, j'étais pas bon. Par contre, quand je me sentais bien, j'étais le premier. C'est-à-dire, j'ai toujours été le numéro 1 dès que j'étais dans un environnement. Et à l'école, pareil, tu vois. Par exemple, j'ai fait mon master. Et ben, en master, dans ma classe, c'était moi le premier. J'ai tout arraché. Pourquoi ? Parce que j'ai kiffé, tu vois. T'as fait un master ? J'ai fait un master dans la vente, en fait. C'est de la vente, c'est du business dans le monde de la tech. Donc moi aussi, j'étais très commercial, tu vois. Et dans tout ce qui est négo, prospection, vente, stratégie commerciale, en fait, c'est moi qui ai fini le premier de ma classe et tout, tu vois. Et donc pourquoi ? Parce que je kiffais ce truc-là. Tu vois, j'étais à fond. Et quand je kiffe, en fait, je suis très bon. Par contre, quand je kiffe pas, j'arrive pas à me forcer, tu vois. C'est une galère. Mais du coup, moi, j'ai une question qui tue pour toi. Parce que moi, mon daron, si je ramenais pas des bonnes notes à la maison, pas j'y passais, mais je pouvais être sûr de pas marcher pour toute la semaine, tu vois. Je caricature, mais nous, c'était extrêmement rigide aussi à la maison, en termes de notes, en termes d'attente. Et puis, on sait, notre communauté, le truc numéro 1 qu'il faut pas faire, c'est décevoir les parents. Comment ça a été, si tu étais ouvert à en parler, mais comment ça a été à la maison et tout ça, ça doit pas être des périodes faciles, non ? En fait, mon père, il m'a défoncé, on va dire, jusqu'au collège. Jusqu'au brevet, tu vois. Vas-y. Il m'a défoncé jusqu'au... Juste comment tu le dis, c'est vraiment les gens vont nous écouter, ils vont penser que tu te faisais tabasser, tu vois. Mais il était dur avec toi. C'est une manière de parler, il était très dur avec moi. Très dur. Il me tapait pas du tout, mon père. Franchement, il m'a jamais tapé, il m'a juste mis des coups de pied. Il percute comme ça. En fait, il a regardé mon bac et il s'entraînait après sur moi et tout. Non, celui-là, ce coup, il a l'air pas mal. Non, en fait, mes parents, mon père était extrêmement dur avec moi et pendant toute mon enfance, je pensais que mon père m'aimait pas. Et je me posais, attends, c'est sûr que je suis son fils, tu vois. Vraiment, je me posais cette question, est-ce que je suis vraiment son fils parce que j'ai l'impression qu'il m'aime pas, tu vois. Et ma mère était à fond derrière moi. Mais tu connais les mamans, c'est trop gentil. C'est de la bienveillance. Elle, même si elle te défonce, ça te fait rire. Si t'es un gosse, quand ta mère elle te défonce, tu cours, tu rigoles. Tu vois, ton père il dit viens là, tu sais que ça sert à elle, faut venir et tout. C'est là, c'est pas le même truc. Hein. Ta mère, t'es heureux qu'elle te défonce. C'est un petit jeu, ça te fait mal sur le coup, mais t'as grave rigolé. C'est pas le même truc, tu vois, c'est pas le même truc. Et donc mes parents, moi, ils étaient à fond derrière moi. Sauf qu'à un moment donné, en fait, il y a eu toute l'accumulation des difficultés financières. Déjà, mon père, il nous a ramenés à 5 ans parce que sa situation n'était pas très stable, tu vois. Donc, il a fait le ménage, après, il a monté sa société. Et à un moment donné, sa boîte a fait faillite. Tu vois. Et quand elle a fait faillite, il y a eu toutes les dettes à la maison, tu vois, et les courriers d'huissier où il fallait cacher la télévision, la play. On commençait à vivre difficilement, en fait, chez moi. Et ça a créé un climat... psychologique qui était pas bon à la maison, tu vois. C'est clair. Franchement, on se sentait mal, tu vois. Moi, ça va, je sortais, je jouais au foot, je m'amusais avec mes potes, mais mes parents, c'était vraiment très dur pour eux, tu vois. Et ma mère, c'était vraiment très dur pour elle. Et arrivé un moment où je voyais ma mère qui était très triste, tu vois. Pleurer, elle faisait des crises, elle était vraiment pas bien. Et ça m'a affecté, tu vois. C'est-à-dire, déjà, quand t'es un garçon, j'ai l'impression que t'es beaucoup plus proche de ta mère, généralement, que de ton père, tu vois. Et je vois ma mère qui était pas bien dans cette période-là, tu vois, qui était très malheureuse et qui, en plus, n'avait rien à quoi se rattacher comme fierté parce que son fils n'était pas très sérieux, tu vois, à l'école et tout. Je redoublais, j'avais pas envie, etc. Et je me dis, comment je peux rendre ma mère heureuse, tu vois ? Comment je peux changer son quotidien pour éviter, voilà, qu'elle reste dans cet état, tu vois, qui est pas du tout positif. Et j'ai commencé à travailler pour moi. Je dis, écoute, je peux pas agir sur beaucoup de choses, mais je peux agir sur moi. Et je sais qu'en agissant sur moi, si moi je suis bien, je suis sérieux, j'arrive à avoir une belle dynamique à l'école, à travailler sérieusement,
à arrêter de faire des conneries, et ben j'en suis sûr qu'elle déjà, ça va changer son quotidien. Et en fait, au démarrage, j'ai fait les choses pour ma mère, tu vois. Genre, quand j'ai commencé à me ressaisir, je l'ai fait parce que je voulais la rendre heureuse, je voulais qu'elle soit bien dans sa vie, je voulais qu'elle reprenne de l'énergie, et j'ai tout donné juste pour elle. Et en fait, en le faisant pour elle, c'est moi que ça a aidé. Ouais. Tu vois, des fois, en fait, il faut trouver une source de motivation ailleurs. La source de motivation, elle n'est pas toujours dans ton rêve ou dans ton objectif, tu vois. Moi, ma source de motivation, mon déclic, ça a été qu'il y a eu une crise chez moi et que j'étais le premier et que ça allait pas du tout et que si je me réveillais pas, en fait, je voyais pas le... y avait pas de... ça allait partir encore plus loin, tu vois. Youssef, en fait, il y a pas le choix. Tu vois le truc de début, en fait, il y a pas le choix. Tu le fais parce qu'il y a pas le choix. Et ben moi, je l'ai fait parce qu'il y avait pas le choix. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir à la fin. Parce qu'en le faisant pour ma mère, ça a changé les choses. J'ai commencé à évoluer, à grandir, à apprendre, à croiser, à rencontrer des bonnes personnes, à changer mes fréquentations. Et après, tout a été positif. Et finalement, c'est ce qu'on appelle un mal pour un bien, tu vois. C'était un mal. Et ce mal-là a apporté beaucoup de bien à la fin. Mais donc voilà un peu comment un chapeau. Et puis cette histoire, en fait, elle est... C'est là où les gens vont vraiment s'approprier un petit peu ton personnage et finalement ton histoire. Et ils vont eux aussi retrouver la motivation à le faire parce qu'il y a tellement de gens qui vivent ça. Enfin, nous, ça a été différent. On est extrêmement chanceux. Papa est parti de la Tunisie. Il a tout de suite quand même bien gagné sa vie, tout ça. Il y a eu des challenges et tout ça, mais nous, ils ne les ont jamais fait sentir. Et je pense que ça n'a jamais été aussi intense potentiellement que ce que tu as pu vivre. Mais c'est vrai qu'à un moment, quand tu es le grand frère de la famille, parce que toi, tu es le plus grand, c'est ça? Bien sûr. Ouais. Enfin, tu sais que t'es le prochain à devoir prendre les responsabilités et tout. Oui. Je me suis pas réveillé pour les mêmes raisons, mais j'ai vite compris que si c'était pas moi qui se réveillait, Neyel allait pas suivre et que j'allais vraiment finalement pas être capable d'avoir un impact positif sur l'avenir de ma famille. Donc, non, mais chapeau de t'avoir réveillé. C'est super important. Mais c'était pas, tu vois, c'est comme ça, c'est le destin en fait. Ouais. Et comme je disais tout à l'heure, on traverse ce qui est écrit pour nous. En tout cas, quand on est croyant, voilà. On traverse ce qui est déjà écrit pour nous, tu vois. Donc, faut un peu décompresser et déstresser sur certaines choses. Mais voilà, après, nous, on donne tout. Ouais, exact. Derrière, tu donnes tout. Voilà. Et on est les meilleurs quand on donne. C'est ça qui est bien. Tu vois, ce que je dis, c'est que à partir du moment que je me suis réveillé, c'est bon. J'ai rattrapé tout mon retard en 2 secondes. Il y a sûrement des gens aussi qui t'ont suivi, qui ont vu, et tu as eu un impact positif sur la vie de plein de gens après. Donc, Mais en fait, moi, j'ai écrit un livre qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui s'intitule « On ne réussit pas tout seul ». Tu vois. Parce qu'en fait, dans mon parcours, à chaque étape, il y a toujours eu des personnes qui m'ont pris et qui m'ont donné quelque chose, parfois peut-être de simple pour eux, mais pour moi qui avait beaucoup de valeur et qui m'a aidé à grandir, tu vois. Et en fait, je raconte mon histoire. Ça commence par, tu vois, un peu d'où je viens, comment je suis né, ce que j'ai fait, etc. et tout. Et j'ai des témoignages dans chaque chapitre. Et le premier chapitre, c'est un témoignage de mon père. Tu vois, je l'ai fait témoigner dans mon livre, tu vois, sur comment il m'a accompagné, parce que il a été très dur avec moi. Et en fait, en grandissant, j'ai compris pourquoi il était très dur avec moi. Tu vois, quand j'étais petit, tous mes potes, ils pouvaient sortir où ils voulaient, faire ce qu'ils voulaient, tu vois. Il y en a plein qui ont grave dérapé. Moi, j'étais le seul qui était hyper cloisonné, tu vois. Et à la fin, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il m'a évité v'là les conneries qui auraient pu faire en sorte que je dérape vraiment. Moi, quand je dérapais, je faisais des conneries, c'est des conneries tu sais, mignonnes, gentilles, etc. et tout, tu vois. C'était pas des trucs vraiment méchants. Et en fait, il m'a grave aidé, donc je l'ai fait témoigner dans mon livre. Je fais témoigner un professeur à la fac. Quand à un moment donné, j'allais décrocher parce que je travaillais beaucoup à côté, mais qui m'a tiré, qui m'a accompagné dans les rattrapages, etc. et tout. En fait, je raconte un peu tout ça. Et je trouve que dans la vie, on a besoin des autres pour avancer. T'as tout à fait raison. On n'a pas toujours conscience. Parfois, on a l'impression que tu vois, le self-made man, ça, on dit ça comme ça, tu vois. Self-madness? Non, self-made, quelqu'un qui est self-made. Exactement. C'est que, tu vois, tu dis, moi, je suis tout seul, je me suis accompli tout seul, etc. et tout. C'est très rare, tu vois. Quand tu regardes autour de toi, il faut bien choisir. Souvent, il y a eu des personnes autour qui étaient là, tu vois, et qui ont apporté beaucoup de choses. Il faut bien choisir. Mais en fait, on s'en parlait même avant de commencer le podcast. Où finalement, il n'y a pas l'avis de tout le monde qu'il faut écouter, parce que si tu écoutes l'avis de tout le monde, tu ne vas jamais prendre action. Il y a vraiment des personnes qui sont spécifiques et voilà, qu'il faut bien choisir pour vraiment eux les écouter. Parce que bien sûr. Et tu sais, des fois, tu as des personnes qui arrivent sur ton chemin qui, sur le coup, ont un impact négatif, mais qui te font beaucoup de bien. Finalement dans ta vie, parce qu'en fait ce qu'ils t'ont procuré ou je sais pas moi, j'en sais rien, la trahison qu'il y a eu, en fait peu importe, et ça t'aura fait grandir. En fait le positif il est pas toujours que chez les personnes qui t'apportent du positif sur le moment, il est aussi chez des personnes parfois qui t'apportent un coup de négatif et ce truc là c'est un électrochoc pour toi et ça va t'aider à progresser. Tu vois, donc faut pas voir dire voilà, ok, en fait il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé
et qui finalement, c'était des bâtards avec moi sur le coup, tu vois. Ouais. Mais ça m'a aidé. Le fait qu'ils soient des chiens avec moi, bah, ça m'a aidé à progresser. Tu vois. Et puis, quelque part, c'est un peu comme ça aussi que nous, on a progressé dans notre relation avec Neyel. Ouais. Où ce que moi, j'ai donné beaucoup à Neyel au début, quand moi, j'ai eu le déclic, je lui donnais que de l'amour, mais de l'amour dur. Je l'ai jamais dit... L'amour dur. Enfin, Non, mais pas de dans le l'amour sens dur, où mais c'est en fait, je le traduis, mais en fait, nous, ce qu'on appelle en anglais, c'est du tough love. C'est le fait, en fait, voilà, t'aimes la personne d'un amour inconditionnel, mais comme ton père, quand il te laissait pas sortir et tout ça, je suis sûr que tu pétais des crises et tout. Ouais, ça devait être des crises de... Ouais. Moi, mes Et- potes, ils rentraient par la fenêtre. Tu sais, on était au rez-de-chaussée. Et ils rentraient par la fenêtre pour jouer avec moi. Et après, ils ressortaient par la fenêtre. Les parents, ils ont jamais su, tu vois. Je te jure. Ils apprennent aujourd'hui. Des fois, ils m'emprisonnaient. Ouais. C'est une dinguerie. Tu vois. Ouais. Ah non, c'est clair. Mais oui, non, c'est sûr que le tough love, c'est vraiment c'est quelque chose qui est primordial. Puis après, justement, c'est une chaîne où quand Leith le fait avec moi je le fais sur d'autres gens, etc. Puis après ça, bah, quand je suis légitime, je peux donner le même tough love à Leith. Mais je pense qu'il y a quand même un certain moment où le déclic doit venir de la personne. Tu vois, quand tout à l'heure on disait ça aurait été fantastique d'avoir 4 autres frères, ouais, ça aurait été super, mais au final, tu vois, faut tout le temps que les déclics ils viennent d'eux-mêmes. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Et c'est là où finalement tu peux le pousser le plus possible, etc. Mais bon. Mais en tant que parent, vraiment, c'est différent aussi parce que tu es en train de modeler finalement l'esprit de ton enfant et tout ça. Donc ton père aussi, il l'a pas fait en mode de malveillance il a fait ou quoi ce que qu'il ce soit. pensait être le mieux. Ouais. Il a pris son expérience. Il a grandi dans un environnement où c'était très dur, tu vois. Et il s'est dit, voilà, je vais protéger mon fils de ça. Il a eu raison à la fin, tu vois. Quand tu regardes bien, il se la raconte même aujourd'hui. Tu sais, Ouais. là, avec ses potes, vous avez vu, Il vous sait, avez vu parce qu'en fait, tous ses potes, quand j'étais plus jeune, ils disaient, attention, t'es trop dur avec ton fils, etc. Et, tout. Et là, aujourd'hui, il est en mode. Alors, tu m'avais dit quoi, là, il y a 20 ans, là, t'as vu tu vois, donc, non, c'est cool, c'est cool. incroyable. Ouais, mais en tout cas, il y a un truc que moi j'ai retenu d'un entrepreneur américain qui s'appelle Patrick Bet-David, qui est un de mes plus grands menteurs. Un de mes plus grands menteurs. Il est monteur en fait. Il est menteur. Salut Patrick. C'est un gros mytho. Ne l'écoutez pas. Non, C'est un menteur préféré. C'est le mec qui ment le plus, que je kiffe le plus. non, mentor. Un de mes plus gros mentors, c'est que les gens qui ont du succès dans l'entrepreneuriat, c'est des gens qui ont vécu de l'amour inconditionnel. Donc toi, et tu coches toutes ces cases, hein, qui ont vécu de l'amour inconditionnel. Par exemple, toi, c'était ta mère, quand tu étais jeune, tu as vécu de l'amour inconditionnel, qui ont eu des gros traumatismes, qui ont eu des énormes traumatismes, et après ça, qui ont eu un exemple. Et c'est la dernière case, finalement, qui manque pour toi. Mais c'est qui l'exemple que tu as suivi, ou la personne que tu disais, ben moi, je veux devenir comme cette personne, où tu voyais qu'elle évoluait, et puis ça te motivait et tout ça. En fait, à un moment donné, j'avais besoin de quelqu'un. J'avais besoin de ce sacré menteur. Là, j'avais besoin de ce mentor. Et en fait, j'ai trouvé ce mentor, tu vois. Et ce mentor témoigne dans mon livre, tu vois. Il s'appelle Hakim, s'il écoute le podcast. Ouais. Et j'étais dans une phase où, bah c'est bon, j'ai eu le déclic. Ouais. Je cherchais à avancer, mais j'avais plein de lacunes. Et donc, j'ai trouvé un gars qui m'inspirait beaucoup, tu vois. Sérieux, dans l'éthique. Tu vois, musulman comme moi, parce que pour moi c'est important d'avoir quelqu'un aussi qui est musulman, parce qu'on a une certaine manière de voir la vie. Hyper bon dans son job, tu vois, un mec excellent qui pète tout, partout il passe, il arrache tout. Et par contre, il n'avait pas trop le temps, tu vois. Dire, bah, ouais. Du coup, il n'avait pas le temps. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je dis, écoute, change pas ton planning, tu vois. Tu vois, ça sert à rien de bouger ton planning, m'accorder des créneaux, etc. et tout. Moi, je finis mes cours à 17h30. À quelle heure tu finis ton travail? 19h? Tu vois? Ok, très bien. À 19h, je suis là. Toi, tu rentres en voiture? Ouais. Ok. Donc, de 19h à 20h, j'étais avec lui dans sa voiture. Ça changeait pas. Son trajet. Je posais des questions, je discutais, on creusait, etc. et tout. 20h, j'arrivais devant chez lui. Et ensuite, je prenais 2 trains et un bus pour rentrer chez moi. C'est-à-dire que je finissais les cours à 17h30 et je rentrais chez moi à 22h30. Et je faisais ça toutes les semaines. Tout le temps, tu vois. Et ce gars-là, il m'a beaucoup aidé. Et ça a été le témoin avec mon père le jour de mon mariage. Ah ouais. Pour te dire à quel point c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, parce que c'était l'époque où j'ai eu mon déclic pour avancer et l'époque où j'avais besoin d'avoir un modèle. Et quand je le regardais, je dis franchement, tu m'inspires énormément. Ce que tu fais, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, c'est pas un mentor, c'est pas forcément quelqu'un. Tu vois, tu veux lui ressembler dans le job ou dans le métier. Mais c'est quelqu'un qui m'inspirait, qui avait de bonnes valeurs, qui était très intelligent, donc qui tirait vers le haut, autant d'un point de vue intellectuel
que d'un point de vue personnel, tu vois. Il m'a donné beaucoup de conseils, autant pro que perso, tu vois. Et je dis, voilà, j'ai pas envie de faire ce que tu fais, mais en fait, tu me tires quand même vers le haut. Et ce gars-là, bah, je dis, écoute, le jour où je me suis marié, bah, c'est toi qui étais là pour me conseiller dans ma vie personnelle. Bah, je dis, écoute, j'aimerais bien que tu sois témoin avec mon père. Non, c'est incroyable. Donc, c'est la troisième pièce. Il appelle ça le trifecto, trifecta. Et c'est les trois choses finalement qui font en sorte que pour un entrepreneur, c'est là où la majorité des entrepreneurs ont ces choses-là en commun. Ouais. Mais non, c'est dingue. Et puis, on a aussi tous une bonne étoile parce que nous aussi, ça a été ça. On a croisé des bonnes personnes au bon moment, dans les bonnes phases de notre vie. Il y a toujours un facteur chance. Ouais. Mais aussi, tu as créé ta chance parce que tu prenais ces 2 trains pour aller le voir. Tu as continué, tu as persévéré à te développer personnellement et professionnellement avec lui. Donc, non, franchement, c'est bien top. Sûr. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, on a une relation qui est... On est des frères, en fait. Tu vois, vraiment des vrais frères. On entreprend des choses ensemble. Tu sais, en fait, ça a dépassé le cadre du mentor. Ouais. C'est bon, on est dans un autre stade maintenant. Ouais. Tu vois c'est top. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, j'espère que ça aura inspiré plein de gens. Je pense que là, on a quand même bien fait le tour. Je pense que le message de ce podcast, c'est surtout que vous compreniez qu'aujourd'hui, avec Youssef, on veut bâtir un truc incroyable avec Capital Nomade. La première école bon d'éducation financière. Ouais, exactement. C'est ça l'ambition. Et puis là, c'est filmé, donc on n'aura pas le choix de le faire, pas le choix de le réaliser. Mais en fait, voilà, je pense que le trifecta aussi, il est là. Et trio du succès aussi, il est là. Donc, suivez l'aventure. Nous, on vous dit à bientôt pour le prochain podcast et tout ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller suivre Youssef. On peut te suivre vous, Youssef, c'est quoi un peu les prochaines étapes et tout? Écoute, LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, en fait, peu importe. Là où est-ce que vous consommez du contenu, vous pouvez me trouver. Il a inondé les réseaux, Youssef. Là où vous pouvez, les journaux, les médias, en fait, allez-y, amusez-vous. Mais surtout, suivez Light & Niel, parce que c'est des gars qui méritent vraiment, vraiment, vraiment d'être suivis. Parce que. Merci, Youssef. Autant. Ils sont hyper compétents, mais c'est des vrais bonhommes, tu vois. Comme on dit, tu vois, c'est des vrais bonhommes, tu vois. Vas-y, continue, quoi d'autre? Non, on va être plus humble que Youssef. Merci la team, merci tout le monde, c'était un plaisir. Et puis merci encore Youssef. Yes. Bon podcast les gars.